Donc, tu as travaillé apparemment sur Ariane 5 avant, donc déjà je vais te laisser te présenter. Comme tout fait tout bon intervieweur apparemment. On va essayer de rester un peu sérieux quand même. Et du coup, apparemment tu vas travailler sur Ariane 5, puis tu es passé sur Ariane 6. Mm. C'est quoi ton parcours? Qu'est-ce que tu as fait sur Ariane 5 et 6 Mhm. du coup? Ok. J'ai commencé en fait au départ par un stage de fin d'études que j'ai fait chez Ariane Espace. Et ce stage chez Ariane Espace, il m'a amené à pouvoir travailler directement après au CNES, à la direction des lanceurs. Et pour le CNES, j'ai fait 3 ans d'activité pour eux sur les évolutions que pouvait avoir Ariane 5. Donc on parlait déjà d'évolution d'Ariane 5, et on allait toucher du doigt ce qu'allait devenir petit à petit les prémices d'Ariane 6. J'ai fait plein d'activités pour eux, plutôt dans une phase de pré-développement de futurs lanceurs. Et on a regardé ensemble ce qu'il était possible de faire en pilotage, en guidage, en contrôle de vol, en sauvegarde aussi, etc. etc. Donc voilà, quelle est la performance des futurs lanceurs européens, tels qu'impulsés par le CNES. Et en 2016, je candidate et je postule à une toute nouvelle société, toute jeune, que personne ne connaissait, puisqu'elle venait d'être créée, qui s'appelle Airbus Safran Launchers, et qui est en fait finalement la fusion, le jour où j'arrive, le 1er juillet 2016, la fusion des activités fusées, lanceurs spatiaux, d'Airbus et de Safran, qui ont fusionné leurs sites et leurs activités pour créer Airbus Safran Launchers, dont on oublie tout de suite le nom, qui a donné lieu au nom de la même entité à Ariane Group quelques années après. Et donc chez Ariane Group, en 2016, j'ai commencé par faire de la préparation des vols et de l'analyse de mission pour Ariane 5. Donc ça consiste en calculer, vérifier la performance de chacune des trajectoires de chaque fusée Ariane 5, que l'on customise, en tout cas dans notre simulateur, avec la vraie mission qu'on va vraiment lancer, donc avec la vraie charge utile que l'on va vraiment lancer, le ou les satellites que l'on va envoyer, leur masse, leur centrage, leurs inerties. On les positionne sur notre simulateur et on vérifie que le lanceur exactement celui qui va voler, avec cette performance-là de booster EAP sur Ariane 5, numéro Tartampion, cette autre performance-là de l'autre booster, on a toutes les données, et on resimule tout ça complètement pour faire une trajectoire de vol et vérifier qu'on assure la performance. Et en fait, on est capable de customiser au sol avant de voler un tout petit peu la performance, c'est ce qu'on appelle l'analyse mission, pour qu'on soit toujours dans des cônes de visibilité des trajectoires au sol, pour qu'on assure un maximum de performance ou de fiabilité à la performance, et autrement de probabilité de réussite de la mission, etc., etc. Donc voilà ce que j'ai fait sur 3 ans, en ayant vu la préparation des vols Galileo sur Ariane 5, en ayant vu les prémices de ce qu'allait devenir le James Webb et aussi la mission JUICE sur Ariane 5, donc en faisant du calcul de trajectoire de ces différentes fusées. J'ai changé de métier du coup en 2019, où je me suis retrouvé, j'ai fait 2 sauts, je suis retrouvé chef de projet, donc j'ai piloté des activités d'équipe qui venaient de plein de mondes différents, je vais t'en parler dans 2 minutes, et j'ai changé de domaine d'activité. Donc j'ai quitté le monde de l'analyse mission, des trajectoires, où le lanceur est vu comme une simulation d'un point matériel qui a une force de poussée, qui a elle-même une masse et qui a une destination, une trajectoire à suivre, pour revenir à des choses nettement plus solides, puisque j'ai fait des supports et ce qu'on appelle des brackets en anglais, et les supports qui permettent d'accrocher toute une série d'équipements, de capteurs, de harnais électriques, de harnais optiques, de lignes fluidiques, et tous ces supports, de près de 500, 600, 800 références au sein de l'étage principal d'Ariane 6, dont il a fallu faire une définition, un calcul de justification, une fabrication. En interne, on a les capacités chez Ariane Group dans nos différents sites, ou en externe, on les achète chez des fabricants qui fabriquent des pièces métalliques. Puis leur rapatriement sur le site d'intégration finale. En l'occurrence, on a la chance au Muro, sur le site d'Ariane Group, de pouvoir intégrer l'ensemble des composants de l'étage principal d'Ariane 6, et donc de pouvoir les mettre à disposition des opérateurs. Donc toute cette chaîne, depuis l'idée du support jusqu'à l'opérateur, a le support dans les mains et l'intègre dans un élément de la structure de la fusée, et ben voilà, je suis en charge de tout ça. Donc j'ai commencé par faire ça, j'ai pris le même type d'activité et de périmètre sur des lignes fluidiques de conditionnement et de pressurisation. En gros, c'est toute la tuyauterie qui est dans la fusée, mais qui n'est pas cryo. Le lanceur fonctionne avec des moteurs cryogéniques, donc du coup avec de l'oxygène et l'hydrogène liquide, on en parlera sûrement, mais là pour le coup, il faut, pour que ça fonctionne, des systèmes de ventilation et des systèmes de pressurisation. Moi, je m'occupais plutôt de cette partie-là, moins la partie cryo. Donc toute la tuyauterie, pareil, de l'étage principal. Et mon périmètre a évolué encore,
C'est assez intense sur Ariane 6, on change pas mal de postes et de fonctions, pour m'occuper cette fois-ci d'un périmètre plus large, puisque c'est littéralement le bureau d'études et les activités de bureau d'études, de conception, de justification, de tout le lanceur. Donc chaque bureau d'études, chaque module, chaque étage a un bureau d'études associé. Et il y a en plus un bureau d'études lanceur qui s'occupe de la coordination et de la synthèse d'absolument tout le lanceur. Et il s'assure notamment, visuellement, de quelque chose que chacun des étages ne s'occupe pas, c'est s'assembler avec l'étage d'à côté. Donc en fait, le bureau d'études lanceur s'occupe de l'assemblage des éléments entre eux. L'usine du bureau d'études lanceur, c'est Kourou. C'est à l'endroit où, au centre spatial guyanais, on fait l'assemblage des différents étages entre eux. Les boosters avec le corps central. Avant d'avoir un corps central, l'étage supérieur assemblé à l'étage principal, ce qui donne le corps central. Et puis forcément, les activités sur la partie haute, autour de l'encapsulation, des charges utiles et de la coiffe. Et toutes ces étapes-là, qui sont dans différents bâtiments à Kourou, le bureau d'études, de calcul, de conception, de choix de dimensionnement, est-ce qu'on colle ou est-ce qu'on met des vis, à un moment donné il faut faire un choix, comme logique d'assemblage, fin du spoil, on met des vis, clairement, faut pas coller, les structures entre elles, c'est un bureau d'études qui s'occupe de ça, je t'en charge de piloter ces activités-là. Alors j'ai 2 questions. Vas-y. La première c'est, t'es passé du coup d'une partie qui est très simulation à réel, c'était ton choix? Ouais, bon, complètement. Complètement. Ok. C'est mon choix d'avoir fait ces changements-là. Et comme tu l'as compris, un double choix. J'étais ingénieur d'études à faire des calculs d'analyse mission et des calculs de trajectoire dans le cadre d'un projet, celui d'Ariane 5, etc., etc. Là, je suis passé chef de projet, donc c'est moi qui coordonnais les activités, qui planifiais et coordonnais les activités des équipes. Le fameux, la représentation du chef de projet, chef d'orchestre qui fait travailler tous les instruments entre eux pour qu'à la fin ça fasse une jolie symphonie. Et en plus, sortir de l'analyse mission et du calcul, on va dire, système du lanceur, de la fusée Ariane 5, sur Ariane 6, où j'ai fait des pièces physiques, en fait, tu vois. Donc c'est vraiment une série de grands écarts en un seul changement de poste. C'est assez rare, mais c'est assez sport, ouais, c'est marrant. Et c'est toujours pas ma fonction aujourd'hui. Ok, bon. T'as 2 questions. Du coup, ce que tu gères quand tu dis gérer la coordination de tout le lanceur, Ouais. c'est le fit. En fait. Oui, c'est les. En fait, il y a un peu tout. Il y a toute la logique de définition des interfaces entre chacun des modules entre eux. Un étage va s'occuper que fonctionnellement et forcément dans la coordination des activités et des équipements qu'il y a à l'intérieur d'un étage, que le tout fonctionne. On a toujours conçu nos fusées comme ça, et Ariane 6 ne déroge pas à la règle. Chaque étage de la fusée est indépendant. Et est fonctionnellement complètement autonome. Un booster complet, tu l'allumes, il fonctionne tout seul. Un seul booster va pas t'amener à grand chose. C'est pas tout à fait vrai en fait, parce qu'un seul booster d'Ariane 6, c'est le premier étage d'une Vega. Donc c'est littéralement, pour le coup, un objet fonctionnel plein et entier, donc qui a besoin de personnes pour fonctionner. On en met 2, on en met 4 sur Ariane 6, c'est un choix. De la même façon, l'étage principal de la fusée contient 2 réservoirs et le moteur Vulcain 2.1 et est capable de fonctionner tout seul. Il va pas faire grand chose tout seul. S'il n'a pas les boosters pour l'arracher de la gravité de la Terre, s'il n'a pas l'étage supérieur pour donner suffisamment de vélocité et d'énergie aux satellites, aux charges utiles que l'on doit envoyer. Et en plus, pour se guider et mettre à poste exactement là où on veut les charges utiles. C'est à ça que sert l'étage supérieur. Mais en soi, l'étage principal, le premier, est autonome et seul. Ce qui fait qu'il fait ses propres choix de conception pour être le plus optimum possible dans la fabrication de ce même étage. Et c'est en ça qu'Ariane 6 est complètement différent d'Ariane 5, au-delà des choix d'architecture, le fait qu'on change de nombre de boosters, on va en parler, mais chaque étage est conçu pour être produit avec une importante cadence, pour en faire beaucoup par an. C'est ça que ça veut dire. Et on a une question là-dessus. Ouais, et je me doute bien, et on a du coup, chaque étage a été du coup autonome pour pouvoir faire ses choix de conception pour être le plus efficace dans la fabrication de cet étage. Le bureau d'études lanceur s'assure du coup la coordination, que c'est cool de bosser chacun dans son coin, mais il faut que tout ça s'assemble. Et il le fait depuis le début, forcément. C'est-à-dire que dès le début, il est forcément en interaction avec tous les autres bureaux d'études pour que tout ça s'assemble à la fin. Moi j'aurais une question, tu nous as dit donc tu as commencé avec un stage de fin d'études dans l'aérospatial. Ouais. Qu'est-ce qui t'avait motivé à l'époque et comment tu avais réussi à décrocher justement ce premier stage en aérospatial? Est-ce que c'était une volonté personnelle? Est-ce que ça a été une occasion que t'as saisie?
j'ai toujours été passionné par l'espace, et du plus loin que je m'en souvienne, il y a deux éléments qui m'ont un peu fait grandir dans cette passion. J'ai adoré avoir la chance de pouvoir visiter le salon du Bourget avec mon papa. Donc ça, quand j'étais jeune, c'est un effet waouh, parce que du coup, il y en a partout, etc. Même s'il y a beaucoup d'avions, soyons clairs, il y a quand même, on parle aussi quand même pas mal de fusées. Donc c'est assez top pour ça. Et par mon papa et le reste de mon entourage aussi, baigné de science-fiction assez vite. Donc il y a un côté tête dans les étoiles, mais alors du coup, la science-fiction telle qu'on peut l'imaginer, c'est-à-dire avec vraiment beaucoup plus loin que ce qu'on est capable de faire avec finalement nos petites fusées. T'avais des auteurs préférés? Ouais, je suis très Asimov, moi. Je suis très Frank Herbert et Dune et Asimov et toute la série sur la robotique, forcément, et Fondation, dont on a la chance de pouvoir avoir des adaptations qui sont pas si dégueulasses que ça maintenant. Donc en plus, du coup, allez, on est critique sur les adaptations. J'ai toujours pas regardé. Ah, c'est que t'as pas vu, d'accord. Ah ouais, les amis, à lire. Tu sais ce que ça peut être, quoi. C'est vrai, tu changes de page, tu changes tous les personnages puisqu'on a pris 100 ans dans la vue. C'est dingue, quoi. Et on arrive à tenir 5 bouquins comme ça. Donc c'est fou. Et moi, ça m'a toujours passionné. Toujours eu la tête dans les étoiles. Et pour répondre à ta question, le stage chez Ariane Espace, personne autour de moi qui bosse dans le spatial. D'adultes, on va dire, quand j'étais jeune, en tout cas, d'adultes autour de moi et de réseau. Donc, une énorme chance. Mais poussé par une lettre de motivation et un CV. En plus, pour Ariane Espace, je peux en parler, sur une candidature spontanée, parce que sauf si ça a changé, je crois qu'on ne voit pas passer d'offre de stage chez Ariane Espace formellement. Peut-être, je t'avoue, pas des masses, beaucoup. J'ai postulé. Donc ouais. Il y a un filtre RH, il n'y a que 3 offres il y a que 3 CV par offre qui peuvent passer. Ah, mais il y a quand même des offres. Ok, tu vois, je me souviens plus. En tout cas, ce qui est sûr, moi, je vous le dis, c'est une candidature spontanée. J'ai fait une activité sur la mémoire technique Ariane. Donc, en fait, finalement, c'était moins un boulot d'ingénierie technique de ce que j'avais appris à l'école, mais on était déjà plus dans une logique de ce que finalement est mon travail aujourd'hui. On va y venir, de synthèse système. En l'occurrence, sur quoi? Sur l'ensemble des faits techniques, des anomalies, des obsolescences, des éléments marquants que chacune et chacun ont pu vivre sur une campagne Ariane 5. Et l'idée, c'était de pouvoir avoir un outil, à la fin, pour capitaliser tout ça. Et on était très loin de ChatGPT et des bases de données gigantes, mais finalement, je vous le traduis avec les mots d'aujourd'hui, ça reviendrait à pouvoir demander à un méta-moteur de recherche, on n'a pas déjà eu cette anomalie, et comment on l'a traité à l'époque, et quels étaient les acteurs, et du coup, c'était quoi notre solution palliative, curative, etc., etc. Et du coup, voilà, de pouvoir tracer la mémoire technique d'Ariane, en l'occurrence d'Ariane 5, même d'Ariane 4, mais d'Ariane 5 surtout à ce moment-là, pendant une phase d'exploitation d'Ariane 5. Parce que tu es en mode campagne, et parce qu'en mode campagne, du coup, voilà, il faut un truc hyper simple pour traduire le post-it de l'ingénieur, de là où l'ingénieur responsable de l'opération, post-it qui dit ah ouais, alors attends, on a quand même une solution assez ingénieuse là-dessus, je me la mets de côté, il faudra quand même capitaliser ça. Le post-it, il se transforme en une vraie fiche de captation de l'information pour qu'après on puisse en faire quelque chose le jour où on a besoin, parce qu'on retrouve le même type d'anomalie ou de problème. Problème ou fait technique, encore une fois, au sens très large du terme. Voilà. J'allais faire une blague, mais... T'as le droit de faire des vannes? Tu veux pas aller bosser chez Maya? De toute façon, on va se fusionner, je pense, et rebosser de France. Mais du coup... Vas-y, non, je te fais filer la métaphore. Donc là, c'était le début des questions vraiment pour la vidéo. Ouais, ça marche. Et la première question, je pense que tu vas l'adorer. Ben non, attends, on n'a pas fini. Pourquoi on est en retard? Tu t'as pas dit ce que tu fais en ce moment. Aujourd'hui, ouais. Tu vois, je suis pas trop mauvais, je peux essayer de te le distiller à n'importe quel moment, si tu veux que je t'en parle maintenant. Aujourd'hui, je fais partie des ingénieurs système, donc c'est l'une de mes fonctions, avec une casquette de gestion de projet, que j'ai jamais quitté. Gestion de projet et ingénieur système, c'est donc ça qui me définit, pour faire la qualification du lanceur. Donc là, on est encore sur une vue d'avion différente, et là, il s'agit de pouvoir se dire, il faut que tout, ça semble bien, mais que tout, fonctionnellement, fonctionne bien. Une chaîne avionique de bout en bout, une chaîne fluidique de bout en bout. Il faut qu'à un moment donné, dans une chronologie, dans un séquentiel, quand on a choisi l'ordre d'ouverture des vannes, de remplissage de tels éléments de pressurisation, ça se fasse dans un ordre cohérent et logique, tout en étant dans un temps le plus court possible par rapport à une date de tir qui nous est donnée, pour pouvoir opérer le lanceur. Voilà. Et surtout, il y a toute la phase d'opération en fait jusqu'au H0, donc les fameuses séquences synchronisées qui nous amènent à H0, et
La synthèse système, c'est aussi de s'occuper de est-ce que ça fonctionne quand ça vole. Et là, pour le coup, quand on est un bureau d'études étage pour concevoir et assembler les éléments d'un étage, tu penses forcément au fonctionnel vol après, mais tu penses, je vous l'ai dit, beaucoup à comment ça va se fabriquer pour que ça s'assemble et que ça, au quotidien, que ça puisse se faire, la fameuse cadence de il nous en faut plusieurs par an. Là, dans ce poste-là, c'est la qualification nettement plus fonctionnelle du lanceur, qu'à un moment donné, quand ça décolle, la séparation de la coiffe se fait avec une tempo qui est la bonne par rapport à tel autre élément qui se passe sur le lanceur, enclenchement de vanne, remplissage de telle capacité intermédiaire, ouverture de telle vanne. Voilà. Est-ce que cette séquence-là se fait bien? Bah là, pour le coup, chacun a sa partie. Il y a de l'ingénierie système qui fait la coordination globale de tout ça. Avec un objectif, avoir, et c'est un petit insight, on vient de le recevoir, le tampon qui nous autorise à voler, le certificat de qualification du lanceur. Donc exactement comme tu achètes quelque chose, on va dire d'un peu cher, et que c'est fourni avec son certificat d'authenticité, on trace l'authenticité et la traçabilité du produit que l'on achète. Voilà, mais alors nous, on a un certificat de qualification. Ça ressemble finalement plus à un bon pour voler pour un avion, par exemple. Quand tu as un nouvel appareil ou un nouveau moteur d'avion, il faut son certificat pour voler. C'est exactement le même type de sujet. Certificat de navigabilité. Voilà ce qu'on vient d'obtenir. Ok. Après des années de... Est-ce que ce certificat de navigabilité, c'est Ariane ou l'ESA qui... C'est une très bonne question. En fait, on a monté une équipe multifonctionnelle et multipartite pour faire cette autorité. C'est dans le milieu de l'aéronautique, sortant des avions un peu comme des petits pains, il y a des autorités indépendantes qui s'occupent de ce genre de certification. Qui ne sont pas non plus avionneurs à côté, donc qui ne sont pas jugés partis. Là, pour le coup, pu être le cas. Donc, du coup, on s'est auto-taclé de ça en allant chercher des personnels Ariane Group qui ne travaillent pas sur Ariane 6. La moitié de l'activité d'Ariane Group, c'est des activités de défense. Donc, il y en a qui ne font pas que du civil. Pour la moitié des salariés, donc on en a largement assez pour avoir l'autorité extérieure on sait faire des choses qui volent dans l'espace, missiles en l'occurrence, et on est capable d'auditer le programme Ariane 6 dans sa capacité à faire lui aussi quelque chose. Mais surtout, des gens de l'Agence spatiale européenne, tu l'as cité, de l'ESA, de l'Agence spatiale française, du CNES, et même d'Ariane Espace, qui ont l'historique principal de l'exploitation d'Ariane 5. Donc il y avait en l'occurrence dans cette énorme revue de qualification, ça s'appelle comme ça, donc avait cette capacité à pouvoir nous challenger sur est-ce que la définition, les choix de conception que vous avez fait, c'est opérable à Kourou pour que ça soit dans une séquence d'assemblage des éléments cohérente et fonctionnelle, quoi. Donc donc tu vois, je te réponds, on est allé chercher toutes les autorités qui vont bien partout pour monter une équipe d'une centaine de membres de revue, ça s'appelle comme ça, qui nous ont challengés, qui ont posé des dizaines, centaines de questions auxquelles il a fallu répondre, qui nous ont mis le doigt sur certaines incohérences, parfois anomalies, qu'on a réussi à justifier, ou en tout cas qu'on a même du coup dit ah oui, effectivement c'est un sujet, donc on le traite. Et on l'a fait en plusieurs étapes, depuis en gros il y a 1 an, pour aujourd'hui avoir l'ultime round il y a quelques jours à peine, et pouvoir avoir le certificat de qualification. Bon pour voler, en tout cas pour voler sur ce vol inaugural qui est maintenant dans quelques jours. Parlant de ce vol inaugural, avec la date qui approche à grands pas, est-ce que y a une pression supplémentaire qui se ressentait dans les mois, les années dernières Comment graduellement ça a monté, descendu la pression dans les dernières années, on va dire. Ouais, c'est hyper intéressant. Oui, il y a une pression. Indéniablement, il y a une pression liée à ce premier tir et à toutes les premières fois, en fait. Et c'est là-dessus que je voulais revenir. C'est que à chaque fois qu'on a fait une première fois, mais c'est vrai, hein, à chaque fois, on peut en rire. À chaque fois qu'on a fait une première fois, il y a eu un petit côté un peu stressant sur l'avant-première fois. Donc ça veut dire pour allumer la première fois un moteur. Ça veut dire pour mettre en œuvre complètement la première fois un étage entier avec son moteur. Ça veut dire même juste avant de l'allumer, essayer de le remplir quand même avec des carburants qui sont quand même à moins 250 degrés pour l'hydrogène et à moins 150 pour l'oxygène. On savait le faire sur Ariane 5. Est-ce qu'on saurait le faire sur Ariane 6 la première fois qu'on a complètement reconçu depuis une page blanche? Oui, ça, on l'a démontré, mais l'effet première fois est là. Donc en fait, ce stress, on l'a eu graduellement, par dents de scie, si tu veux, autour de plein de faits marquants, d'essais systèmes majeurs. Typiquement les fois où à chaque fois on a pu allumer un moteur ou mettre en œuvre, au sens large, c'est-à-dire y compris la chronologie de remplissage, un étage complet.
Ça, c'est assez fou. Et à l'approche de ce tir, c'est ce que je te répondais à l'instant, le dernier mois, passé à un mois avant la date de tir, à tout proprement finir pour avoir enfin le certificat de qualification de notre lanceur, il y a un effet, on souffle de ça, et il y a un effet, du coup, il nous reste moins de 5 semaines pour voler, quoi. Et on vole dans moins de 5 semaines, et on vole dans moins de 4 semaines, et on vole dans 3 semaines. Et là maintenant on vole dans quelques jours. Donc là c'est un bon stress que je ressens à titre très personnel, moins comme est-ce qu'on n'a rien oublié. C'est moins ça. C'est plus l'impatience, là j'avoue. Il y a un petit côté quand même, ça se transforme, tu vois, en trac avant de rentrer sur scène. Voilà, c'est plus ça que... désolé de le féminiser, de l'objectiver, mais c'est une star qui va rentrer sur scène pour la première fois. Voilà, on est dans coulisses et on stresse pour elle, quoi. Voilà, donc du coup c'est un peu ça. C'est bien parce que la question d'après justement c'était qu'est-ce que tu penses ressentir comme émotion quand elle va... Je pleure, je te réponds, je pleure. Je pleure quand elle décolle, je pleure même probablement avant. Parce qu'on a eu on peut le retrouver, on a eu un lanceur complet déjà à Kourou pour les essais combinés, donc on a eu un lanceur intégralement complet, hein, du sol au plafond. Alors ok, les boosters sont des faux, c'est des pylônes remplis d'eau pour la plupart, etc. D'accord, mais il y a des éléments qui vont revoler en plus après. Donc vraiment, quand on a vu le lanceur dans les images la fin 2023, des différents essais qu'il y a eu sur le lanceur complet, en plus en version 4 boosters, donc c'était assez visuel, on avait déjà eu un lanceur complet. Faut reconnaître que même si c'est entre guillemets que une version à 2 boosters, celle qu'on va voir là, c'est celle qui va voler dans quelques jours. Et donc du coup, il y a un petit côté quand même hyper excitant. Donc je pense que le retrait du portique mobile pour laisser découvrir la fusée une première fois, je chiale. Le moment où on sait qu'on est en une phase de remplissage, à mon avis, ça repart parce que du coup, voilà, et forcément la chronologie elle-même et l'heure, un peu plus d'une heure de mission qu'il y a derrière, là, vous me voyez plus quoi, ça sert à rien de m'appeler. Voilà, chaque étape va être folle de séparation des boosters. Je vous la refais rapidement dans l'ordre, mais de séparation des boosters, de séparation de la coiffe dès qu'on est au-dessus de l'atmosphère, vous le savez. Puis on sépare l'étage principal qui aura fini sa mission, puis on allume l'étage supérieur qui, je ne rêve que de ça, va pouvoir se rallumer aussi un peu plus tard, et qui entre les deux, du coup, à toute cette phase où il va pouvoir larguer ces petites satellites universitaires et scientifiques que l'on a mis sur le premier vol. Donc tu vois qu'il y a plein de moments, hein, sur une heure, en fait, ça passe tellement vite quand t'es comme ça là, donc ça va être assez intense, ouais. Voilà. D'ailleurs, bon, c'est pas dans les questions, mais du coup, lors de cette première mission, c'est une Ariane 62. Ouais, c'est une 62. Qui va du coup faire des changements d'orbite ou... Alors, l'étage supérieur est rallumable pour pouvoir mettre à poste à différents endroits de l'orbite plusieurs charges utiles. Définition de l'étage supérieur rallumable d'Ariane 6. Soyons clairs, c'est grâce à le côté rallumable du moteur Vinci qu'on a réussi à démontrer au sol, dont on espère évidemment pouvoir démontrer dans le vide de l'espace. Donc on espère que ça a marché, et c'est à ça que sert c'est vraiment ça un des éléments les plus disruptifs et les plus nouveaux sur Ariane 6 par rapport à Ariane 5, c'est cette capacité de rallumer cet étage supérieur jusqu'à 4 fois, donc finalement à l'échelle d'une mission autant de fois qu'on veut, pour distribuer les satellites partout sur une orbite. Soyons très clairs, on fait pas des changements d'orbite. Si tu fais un peu d'orbitographie, on fait pas par exemple des changements complets de plan d'orbite. Ça nécessiterait beaucoup trop d'énergie, c'est pas d'un immense intérêt. Autant envoyer 2 grappes de satellites en 2 lancements différents, soyons très clairs. Mais c'est à ça que ça sert. Il se trouve que là, pour ce premier vol, on va sur une orbite basse, en envoyant... Alors, le dénombrement de ce qu'on largue est un peu particulier, mais on envoie dans les faits 17-18 charges utiles, mais on larguera qu'une bonne petite dizaine d'entre elles. Certaines vont rester sur la structure supérieure, qu'on appelle le ballast, pour ce premier vol inaugural, pour effectuer des missions en orbite en restant accrochées. Elles n'ont pas besoin d'être larguées. Toutes celles qui vont être larguées vont pouvoir être larguées, par contre, à plusieurs moments de la chronologie, en ayant entre-temps ou rallumer le moteur Vinci, ça va être le cas, ou rallumer l'assistance à la poussée, la fameuse APU, Auxiliary Propulsion Unit, qui est un super générateur de gaz qui nous permet le rallumage du moteur lui-même, mais qui finalement, entre 2 rallumages, effectue une toute petite poussée qu'on utilise aussi, et qui nous permet finalement de faire aussi un petit incrément de vitesse
qu'on donne aux satellites qu'on n'a toujours pas largués, pour les satellites suivants. Et donc ça, on utilise tout ça. Donc on allume une première fois l'étage supérieur, donc après toute la séquence première qu'on a évoquée avant. Là, jusque-là, on est dans un schéma classique. On largue une série de satellites, on attend un peu, et grâce à l'APU, on va pouvoir larguer une deuxième série de satellites. Et là, on fait carrément un rallumage du moteur Vinci ensuite, et on largue enfin, je crois qu'on finit par larguer les capsules. Donc il y en a 2 capsules qui vont, l'une des démonstrations que l'on va faire, qui vont rentrer dans l'atmosphère, donc qui ont des petits boucliers thermiques, et on finit par ça. Voilà. Ça, c'est la mission complète. Et c'est pas complètement fini, puisqu'on fait un 3e et dernier boost du Vinci. Ce boost nous sert à déorbiter ce qu'il reste de l'étage supérieur, qui rentrerait dans l'atmosphère et va cramer dans les hautes couches de l'atmosphère. Donc on ferait 3 boosts. Voilà, c'est ça qu'on cherche à faire dans ce premier vol inaugural. Ok, donc ouais, ça va être validé du coup la partie réallumage du Vinci en orbite. C'est ça qu'on cherche à faire. Hein. Ouais. Ok. Ouais. En A62, t'as raison, avec une configuration de booster au décollage, tout à fait. Il y a une raison pour la configuration 62 ? On commence par 2 boosters, on verra plus tard si on fait 4. C'est un bon argument. Ah, quand tu dois faire 4 kilos de pâtes, tu commences par cuire 2 kilos de pâtes. Quand t'as une petite casserole. Voilà. Après, t'achètes une grosse casserole et tu fais 4 kilos de pâtes. Ouais. T'avais une relance, ouais, vas-y. Un petit peu terrible, mais non, les ingénieurs, il faut qu'on y pense. Et puis, sur toute l'histoire de l'aérospatiale, c'est des choses qui se sont déjà vues. Et si l'échec ? Et si l'échec, ouais. Exactement. Eh ben, c'est une bonne question. Et elle n'a aucun tabou, puisque de toute façon, soit statistiquement, les premiers vols sont pas couronnés d'un franc succès à 100%. La limite est même plutôt proche de 1 sur 2, a priori. Dans la majorité des lanceurs, c'est le deuxième vol. Ouais, on est d'accord que c'est plutôt 50% de réussite sur un premier vol. Et la statistique n'a pas tendance à s'améliorer vu la quantité phénoménale de lanceurs et de plus petits lanceurs qui volent. Donc ça a même plutôt tendance à pas mal se casser la figure. Là, soyons très clairs, on a un bon taux de confiance, sinon on n'irait pas déjà. Et honnêtement, ça ressemble en termes d'opérabilité et de fonctionnel, surtout sur le début, ça ressemble vraiment à une Ariane 5 quand même. Qui a pas trop mal été couronné de succès et de réussite quand même. Donc on va se baser là-dessus pour essayer d'avoir la fiabilité et, soyons clairs, un petit peu de chance pour que ça fonctionne bien du premier coup. Maintenant ta question elle est tout à fait pertinente, et si il se passe quelque chose. Je vais te répondre un peu bêtement, mais ça dépend de quand ça se passe. Et voilà. Et oui, si on rase le pas de tir, on a un gros souci. Soyons très clairs, et c'est le pire scénario possible. Donc, fort heureusement, on n'a pas d'être humain dans cette fusée. C'est pas un secret, et on pourra peut-être en parler sur les évolutions futures, mais effectivement, à date, il y en a pas. Sauf contre ordre, on tue personne, ce qui est déjà une excellente nouvelle. Par contre, si on rase un pas de tir, on a quand même perdu gros. Effectivement. Je suis à peu près sûr que ça va bien se passer sur toute cette étape-là. Après, voilà, à un moment donné, la statistique est la statistique. On décolle. On va pouvoir larguer nos boosters, et après chaque étape de séparation est un peu critique. Donc la séparation des boosters en est une, forcément la séparation de la coiffe en est une. L'enjeu est pas forcément phénoménal pour les charges utiles que l'on a, c'est des charges utiles de démonstration. On est prêt à perdre ça, on le sait. La probabilité de la réussite de ces missions est forcément inférieure à quelque chose qui est commercial. On va y venir dans la discussion, mais assez vite. À l'inverse, si c'est un succès, on a un vol commercial qui suit dans quelques mois. Mais du coup, s'il y a quelque chose avec la séparation de la coiffe, même en termes de volume, je vais vous le représenter, on a assez peu de chances de taper, quoi. Quand la coiffe se sépare, il n'y a pas un satellite hyper cher, qui vaudrait plusieurs milliards, qui est collé à la peau de la coiffe, et si la coiffe se sépare mal, forcément le satellite est impacté. Puis on sépare l'étage principal de l'étage supérieur et on allume une première fois dans l'espace. Ah, pour le coup, même si on a réussi à faire des essais à vide, on a réussi à Lampolshausen en Allemagne de faire des essais du moteur Vinci dans le vide, même si il est sur Terre, de le faire là-haut, c'est un autre enjeu. Donc ça déjà, c'est un sacré challenge d'allumer une première fois, et soyons francs, de le rallumer, c'est un vrai challenge. Donc du coup les différents échecs vont être entre ces éléments-là, en fait. Voilà. Donc en fonction de l'échec, en fonction de l'anomalie qu'il y a pu y avoir, en fonction on le dit comme ça dans le jargon, semi-échec ou semi-succès qu'il peut y avoir, donc c'est-à-dire tous les cas intermédiaires, on analysera. Il y a dans tous les cas de succès est prévu plus d'1 mois d'analyse de la quantité phénoménale de paramètres que l'on mesure. On a surinstrumenté notre premier lanceur, donc il y a beaucoup plus de capteurs qu'il y aura dans les vols à venir.
Et donc, dans tous les cas, en cas de succès, a fortiori en cas d'anomalie, il y a une quantité phénoménale de données à analyser. On en rajoute même un peu plus. On peut le voir sur les photos, les boosters ont des mires blanches et noires. Donc on fait même de l'observation. C'est juste visuel, hein. Il y a 1 million de mesures que l'on fait, mais visuellement, on peut l'illustrer comme ça. On fait même des mesures visuelles, caméra, optique, au sol, pour observer la séparation des boosters avec des super zooms, et l'observer sur les mires pour observer la séquence de séparation des boosters. Donc on observe, il suffit d'avoir un élément de référence qu'on considérera sur le corps central, ou le point chaud du moteur Vulcain, et on observera la séparation de ces mires, qui sont du coup des damiers blancs et noirs, qui sont très contrastés et très visuels, qui nous permettra de retracer, avec les caméras à bord, il y en aura du coup sur ce tir, et peut-être plus subtil avec des caméras au sol, la séquence de séparation, voilà, par exemple. Et justement, Ouais. t'as pointé un truc qui m'intéresse beaucoup. Boum. Les caméras à bord. Ouais. Bon, non mais. Les qualités, On en met. en direct. Alors on a de mémoire 6 à 7 caméras et ou plans de caméras. Voilà. Certaines sont redondées, donc je t'avoue, je sais plus exactement comment on dénombre. Mais en tout cas, il y a plans différents, 6 à 7, c'est ça qu'il faut retenir. Le nombre de caméras, c'est pas très ça qui est très important. Nous montrant la séparation des boosters, la séparation de l'étage supérieur par rapport à l'étage principal, nous montrant la séparation de la coiffe et ayant forcément des vues et des plans sur le moteur Vinci lui-même, et le tout étant censé fonctionner à froid et à chaud. Je parle des caméras, pour pouvoir prendre des images tout du long, du décollage jusqu'à l'allumage dans le vide de l'étage supérieur. Et ce sera retransmis ou pas du coup? Bah oui, a priori il n'y a rien qui l'interdit, il y a même la capacité de pouvoir le faire. Les petits sujets, je te cache pas, sur la quantité phénoménale de données dont on a peut-être un petit peu moins l'habitude dans le réseau Ariane. Faut pas oublier que Ariane c'est une fusée, c'est un pas de tir, et puis quand ça vole, c'est un réseau de stations de télémesure qui est au sol. Voilà. Voilà. Donc du coup, quand il y a un peu, et désolé. donc du coup, une quantité de flux de données se considère bout à bout, y compris même jusqu'à l'enregistrement par des gros enregistreurs, je ne t'apprends rien, des données. Et donc il a fallu factuellement redimensionner un peu tout ça. Est-ce que tout ça fonctionne avec un lanceur qui se déplace à plusieurs milliers de kilomètres par seconde? On va voir. Mais voilà, ça devrait. Est-ce qu'il y a un petit délai? Parce qu'on enregistre, c'est sûr, à bord, et qu'on rediffuse dès qu'on est sur la station comment on appelle ça, la station sol, d'après, et qu'on enregistre entre-temps, et du coup, il y a un petit délai par rapport à la phase de séparation qu'en fait, on est tous en train d'observer depuis le sol avec une caméra. Oui, peut-être qu'il y a un petit délai. Mais en tout cas, il y a des vidéos à bord et elles seront allumées. Et elles enregistrent des trucs et elles seront le plus possible rediffusées sur Terre. Lors des premiers vols d'Ariane 5, il y avait des caméras à bord, elles n'étaient pas en direct. Non, je pense pas dire, je peux me tromper, mais je pense pas dire, je laisserai le flux de commentaires commenter, mais je pense pas pouvoir dire qu'il y avait des caméras à bord. Ce qui est sûr, c'est qu'on en a mis, je le sais bien, on appelle ça les tests OCAM, porte bien son nom, et on en a mis notamment pendant un des vols d'ATV. Donc je suis sûr de moi, on a jusqu'à la séparation de l'ATV une boîte de télémesure spécifique bardée d'un réseau de plusieurs caméras qui a observé la séparation des EAP d'Ariane 5, des boosters, de la coiffe, de l'EPC et de l'étage supérieur d'Ariane 5 et la séparation de l'ATV. On voit même l'ATV tranquillement partir quand on est en orbite, c'est assez fou. Donc on a des vidéos de l'ATV et du vol ATV d'Ariane 5, je suis à peu près sûr de moi. Je peux même aller plus loin, le plus récent est celui de James Webb. Il est repassé à la télé il n'y a pas très longtemps, donc je suis sûr de moi aussi. On a des plans de James Webb que l'on voit se séparer de l'étage supérieur d'Ariane 5. De dos, du coup. Hein. On n'a pas mis les caméras sur James Webb, les caméras sur le lanceur. Mais on voit James Webb se séparer avec sa très jolie MLI, protection thermique souple, type couverture de survie, qui est très réfléchie et que l'on voit depuis l'arrière. Voilà. Oui, donc on a mis des caméras sur Ariane 5, c'est sûr. Les premiers, pas sûr. Après, le premier vol d'Ariane 5, on n'a pas trop eu le temps d'observer grand-chose des caméras à bord non plus. Mais c'est visuel. Quoi. Oui, voilà. On va dire qu'il a été vachement vu. Ouais. Moi, j'avais la question d'après, d'origine, parce que là, on a un peu dévié, mais c'est pas grave. C'était si tu as un rétex à donner par rapport au développement d'Ariane 6. Ouais.
Waouh. Ce serait lequel? C'est hyper ambitieux de pouvoir faire à moi tout seul un retour d'expérience en une Sachant phrase. que l'idée, c'est pas d'en faire un exhaustif. Dis-moi. Sinon, tu peux rester au niveau individuel. Ah, pour moi, selon selon tu toi, ce qui ah était ouais. bien. Selon toi, c'est quel rétexte tu donnerais aux ingénieurs qui essaieraient de faire Ariane 6 Ouais. Alors, au on a début, eu, quoi. ok. Alors, on a eu des idées brillantissimes sur Ariane 6. On s'est colocalisé un maximum. Et franchement, avec l'apanage en mode classique, et je le pratique, du télétravail et du travail à distance, des outils modernes et de collaboration, c'est d'une efficacité redoutable. Mais la surefficacité vient par le fait que vraiment on a partagé un bâtiment entier, et ce, sur les différents sites d'Ariane Group en plus, donc chacun a pu faire son petit, cette petite zone, puisque les différents sites d'Ariane Group ont fait finalement chacune des parties d'Ariane 6, donc ça s'y prêtait bien. Mais la colocalisation, quand même un retour d'expérience assez fort, le fait d'être ensemble le plus possible, et surtout au début. Ça a été diablement efficace. Qu'est-ce qui a été peut-être un peu plus subtil dans la façon d'appréhender ça? Il y en a plusieurs, soyons très clairs. Et tout est une notion on va dire de potard et de curseur à pousser, dont on a peut-être perdu la puissance du curseur en fonction de la taille du programme sur lequel on était. Je vous donne un exemple. On a voulu assez vite déposer une baseline, une définition première. Et à partir de cette définition, de travailler en écart à la définition. Donc on introduit des modifications de la définition initiale. Et on accumule comme ça une série de modifications par rapport à la définition initiale. Par contre, ça veut dire qu'on dépose une définition initiale et qu'on suit à la raquette chacune des modifications que l'on fait par rapport à l'étape d'avant. Vous voyez ? Ça vaut pour un produit qui va changer de forme, sans forcément changer de fonction. Et s'il change de forme, il change ses interfaces. S'il change ses interfaces d'accroche, ça veut dire que la structure à laquelle il s'accroche doit le suivre dans ses interfaces qui changent. Et ça, on a peut-être un peu tardé à pouvoir déposer, en gros, notre premier statut initial, notre première définition propre initiale, et de pouvoir travailler scrupuleusement en écart par rapport à cette définition initiale. Donc dans le monde de l'industrie, on appelle ça de la gestion de la configuration. C'est des métiers à part entière, clairement, hein, qui font intervenir tout un tas de domaines d'activité, supportés par des outils informatiques qui sont assez redoutables et assez puissants. Et là où on s'est peut-être un peu perdu, c'est que du coup, on a manqué de structuration dans la façon dont on a géré cette gestion de configuration. Voilà un exemple. Voilà. Donc ça génère quoi à la fin ? Un nombre de propositions de modifications dantesques alors qu'on n'a toujours pas volé. Voilà. Mais ça a été la logique. Hein. Et une introduction de ces modifications dans les définitions, un peu chacun pour soi. Donc un produit, X ou Y, a choisi de prendre chacune des modifications et de l'appliquer directement. Problème de ça, c'est que du coup, il passe jamais sa revue de qualification à lui, parce que du coup, il dit « Ah, je suis prêt de la passer. Ah, mais non, mais il y a une autre modification, il faut que je la prenne en compte. » Donc, je la prends en compte. Et ce qu'on lui a pas laissé faire à ce produit, c'est de dire « Oublie cette proposition de modification pour l'instant, passe ta revue de qualification, et peut-être qu'on sera en écart après à ce qui a été qualifié si on prend en compte cette modification plus tard. » Ça marche pour certains produits, ça marche pas pour d'autres. Et vu que ça a été un peu le disparate dans la façon de le traiter, raccrocher les wagons et dire que ça ressemble à la maquette initiale, ça a été un peu compliqué. D'autres éléments de retour d'expérience. On a manqué de vigilance dans la standardisation de ce qu'embête le plus à chaque fois la sortie d'un nouvel avion. Prendre n'importe quel retour d'expérience de nouvel avion. Qu'est-ce qui change à chaque fois, qu'est-ce qui a embêté à chaque fois et qu'est-ce qu'a fait le délai. La complexité de traitement liée notamment à cette gestion de configuration, mais je vais être encore plus concret. Sur toutes les pièces d'interface, mes fameux supports et braquettes de tout à l'heure. Le problème de ça, c'est que ça doit justement faire l'interface entre un produit qui change de définition et une structure auquel il s'accroche. Il accroche le produit, donc t'imagines une étagère intermédiaire en fait. Et l'étagère s'accroche à une structure qui a été dimensionnée pour tenir un produit d'une telle masse, ni plus ni moins a priori. Sinon, ça veut dire que la structure est super rigide, ça n'a aucun sens. Elle pourrait être plus légère. Et donc si tout le monde change dans un flux parallèle sans jamais se croiser, le support qui est au milieu change encore plus vite de définition pour essayer de raccrocher. Et alors que ça devait être une étagère standard, et c'est la même là, c'est la même ici, je te mets la même là parce que c'est à peu près les mêmes équipements partout, on a une première définition, une deuxième définition, une troisième définition fait par 3 fabricants différents. Et ça, c'est pas top.
Ce qui est cool, c'est qu'on a toute la vie du programme pour rationaliser tout ça et changer. Il y a plein de taf, du coup. Mais du coup, factuellement, on a beaucoup trop de références de supports. De la même façon, et honnêtement, le nombre de définitions des supports, etc., sur une fusée est exactement le même retour d'expérience qu'on retrouve dans l'aéronautique, le nombre de définitions des brackets, etc., des supports et des brackets. Même question pour les harnais électriques. Un harnais électrique, par définition, un harnais, c'est en fait plusieurs fonctions qui passent par un ou plusieurs fils, hyper schématiquement. Deux, du coup, quand il est fabriqué en harnais, en toron, de plusieurs longueurs aussi. Il y en a un qui s'arrête là et l'autre continue, quoi. Sauf que Jean-Michel, il a besoin d'une mesure supplémentaire. Donc c'est cool, Jean-Michel. Et il a tout à fait raison, on a besoin de cette mesure supplémentaire. Donc il faut s'arrêter encore avant et tirer un autre fil. Et du coup, il faut changer la définition de tout le harnais. Parce que techniquement, tout le harnais, quand on le prend dans son ensemble, c'est plus le même qu'avant. Quand il sort de l'usine qui fait des harnais. Alors fil à fil, c'est la même chose. Connecteur à connecteur, c'est à peu près bon. Mais si tu m'en mets un en plus, mon harnais, qui est une série de fils qu'on a rubanisés ensemble, c'est plus le même. Voilà. Et la définition des harnais, notamment électriques, c'est compliqué. Donc le retour d'expérience, là, en fait, j'avoue ne pas avoir la réponse à savoir comment faire. C'est un boulot qui est hyper compliqué. Peut-être qu'on aurait pu les aider plus, sachant justement que c'était un des points durs, et se supporter plus en disant, vous faites une définition tardive, parce qu'en plus, par chance, ils ont un délai de fabrication relativement court par rapport à d'autres produits qui prennent des semaines, voire des mois à être fabriqués. Par contre, on a beau dire que c'est une délai de fabrication court, à un moment donné, quand t'as pas de harnais et qu'on tire ou qu'on fait un essai dans quelques jours, dans quelques semaines, là pour le coup, c'est le harnais qui fait le délai quand il est pas prêt, quoi. Donc ça devient un peu critique. Donc voilà, faut qu'on améliore ça aussi, comment faire mieux pour répondre toujours et systématiquement à tous ceux qui ont besoin d'avoir les fonctions électriques, donc entre un point et un point B, et entre plusieurs points et plusieurs points B, a fortiori, tout en pouvant avoir une définition qui est fabricable en un temps court et réduit. Voilà, ça c'est un des éléments qu'il s'agirait bien d'améliorer. Je pense que l'aéronautique dira pas autre chose pour ces avions aussi. 380, un fil qui est trop court pour monter les ailes, quoi. Voilà. On est en train de rentrer dedans, le problématique dernier là. Donc, vaste sujet, faites gaffe à ça. Le processus d'Avio pour faire les boosters, ouais. Il a évolué comment? Avio? Avio. Ah, mais c'est pas Avio qui fait... Ok, donc pourquoi le t'es sur Avio? processus pour faire les boosters... Échec. Le processus pour faire les boosters, il est né pour Vega. Ah, c'est ça que tu veux dire. Pardon, j'ai pas compris le sens de ta question. Oui, d'accord, ok. Et comment on a évolué pour faire un booster commun Comment il était Vega avant, 6. comment il a évolué, tout ce que tu veux. Pas la moindre idée de comment il était avant. Donc déjà, ça va clôturer une bonne partie de la conversation. Okay. Je sais pas du tout comment Vega faisait son étage principal avant. Ce qui est à peu près sûr, c'est que ce n'avait absolument aucun rapport avec l'EAP d'Ariane 5. Donc là où tu as raison, c'est qu'il y a eu évolution forcément de tout le monde, y compris de la société Avio qui fait Vega, pour que en propre, chez Avio et auprès alors sous-traitants, d'entreprises qu'on a en commun maintenant avec Ariane Group, je vais t'en parler, on puisse avoir une communalité, ça se dit comme ça, entre les boosters d'Ariane 6 et le premier étage finalement de Vega. Et ça vaut pour la définition actuelle du booster, et ça vaut pour sa définition évoluée, Vega C utilisant du coup une évolution évoluée du booster déjà en avance, qu'on retrouvera bientôt sur Ariane 6. Corrige-moi, mais je pensais que Vega C utilisait le P120. Alors qu'avant, c'est... Pardon, c'est un Vega E, Vega E, ouais, t'as tout à fait raison. Vega E va utiliser, bientôt, quand le jour où Vega C revole, Vega E utilisera, du coup, l'évolution des boosters aussi, que l'on verra aussi sur Ariane 6, t'as raison, tout à fait raison. Donc on passera à un P160C, en l'occurrence, avec littéralement 160 tonnes de poudre et non plus 120. Enfin, en l'occurrence, on n'avait pas 120, on avait 140. Bref, le P120, il a 140 tonnes de poudre. Okay, je suis désolé. J'ai un truc en script. Le P120, il a 140 tonnes de poudre. Et pour la petite blague, il fait 160 tonnes complet, le booster. Donc c'est difficile à suivre. Mais le P160, c'est pour commun avec Vega en l'occurrence. Pour le coup, à peu près 160 tonnes de poudre. Et donc, il est un peu plus lourd. Il doit faire 180 tonnes en tout. Et apporte à peu près sensiblement la même durée de fonctionnement. Par contre, il va avoir une poussée moyenne qui est plus importante. Donc, il va globalement pousser plus. Tu sais comment ça marche un booster? Et du coup, le pain de poudre est plus haut. Ouais, tu sais comment ça marche un booster. Voilà. Je n'explique pas comment marche un booster, c'est passionnant. Ouais. Il va peut-être falloir expliquer, mais... si tu veux. Alors, ok, un booster solide, contrairement à ce qu'on peut intuitivement penser, même si vous savez que ça ne fonctionne pas comme ça, un booster solide ne se consume pas dans son cylindre par le bas
en brûlant sa poudre, en remontant la poudre comme ça. Donc il ne se brûle pas par le bas pour laisser s'échapper la partie qui est cramée et commencer à remonter le pain de poudre. Donc le front qui brûle finalement remonterait comme ça. Pas du tout, parce qu'en fait, si c'est le cas, assez rapidement, la colonne de flamme va passer non plus dans la tuyère, mais va commencer à l'intérieur du corps du propulseur, et donc il va devoir supporter la chaleur du corps du propulseur, il va devoir supporter la chaleur de ce front qui brûle là. Et en plus, tu ne pilotes plus rien, c'est-à-dire que tu commences à cramer dans une chambre fermée, et ta tuyère reçoit les reliquats du bout de la poussée et les dégaze là où elle peut dégazer. Pas top. Donc un booster, en fait, est un pain de poudre creusé à l'intérieur, et il brûle depuis l'intérieur du cylindre, sur toute la hauteur du pain de poudre, et il brûle radialement. Donc il commence par le diamètre intérieur, et il va brûler vers le diamètre le plus extérieur. Et en brûlant comme ça, l'ensemble de la colonne de flamme, elle, est la même sur toute la hauteur de la colonne de flamme, et est donc bien uniformément guidée vers la tuyère. Et donc il pousse radialement, ce qui fait qu'en fonction de la forme que tu donnes à ton pain de poudre, tu peux régler la courbe de poussée c'est fou ça, les coups de courbe de poussée de ton propulseur. Et donc s'il est rond, si c'est un petit cylindre creux, et donc tu as une forme toroïdale, je sais pas comment dire, de pain de poudre, et ben ça va pousser un petit peu, puisque tu n'as qu'une petite surface, jusqu'à pousser plus, parce que tu vas pousser sur une plus grande surface. Je t'ai fait jamais, non, c'est pas sorcier. Du coup, on fait pas ça, parce qu'on pousse pas fort à la fin et peu au début, on fait l'inverse. Donc on a une forme en étoile. Google Images, pain de poudre, voilà. Ça sera nettement plus clair. On a une forme en étoile, ce qui fait que dès le début, en fait, on maximise la surface qui brûle pour avoir une énorme poussée au décollage et une poussée qui est plus stabilisée après, qui finit d'ailleurs par remonter sur la fin, peu importe, bref, avant par contre de se casser d'un coup. Ça, c'est une jolie poussée d'un booster pour faire une fusée. Donc, une booster est composée de structures extérieures, et là, pour le coup, le booster, par rapport au reste de la fusée, on va le voir dans une seconde, a une sorte de coque interne qui, elle, contient le pain de poudre. Et cette coque est reliée à la tuyère, qui est pilotée avec des petits vérins, pour pouvoir donner l'orientation de la poussée. Et donc, effectivement, il y a plusieurs entités qui font tout ce dont je viens de parler sur un seul et unique booster. C'est un peu subtil. Donc tu as des structures qui viennent d'Airbus, elles sont en composite d'Airbus à Madrid. C'est ASE, c'est Airbus Space en Espagne, ex-Casa, qui est à côté de Madrid et qui fait une partie des structures. On a la tuyère, le col de tuyère pour être exact, qui vient du haillan, qui est une structure carbone hyper résistante. Le haillan, c'est un site ArianeGroup. Je vous fais pas trop d'explications, mais sachez qu'on est lié à des activités militaires, fin. C'est un peu pour ça qu'on sait faire des cols de tuyère de propulseurs solides, et donc on a cette capacité-là à faire les cols de tuyère. L'intégralité de la chambre qui est à l'intérieur est en l'occurrence faite plutôt chez Avio, j'imagine que c'est en Italie pour le coup. Par contre, le pain de poudre, lui, on y vient, est fait par une co-entreprise, pour moitié, c'est pas tout à fait vrai, mais pour une part Avio et pour une part ArianeGroup. Cette co-entreprise s'appelle Regulus, elle est directement à Kourou, et elle coule le pain de poudre à la forme qu'on a évoquée à l'instant, à l'intérieur de ce corps de propulseur. Okay, et on habille tout ça de structures inférieures, d'une structure supérieure, et spécifiquement sur Ariane 6, de cette petite fin de cône. Si ça n'a pas cette forme-là, aérodynamiquement, c'est quand même plus moche. À l'inverse, Vega n'a pas besoin de cette partie-là, donc c'est là qu'on change de voie. La partie est unique, la partie principale est unique, la partie supérieure, son petit cône, est complètement dédiée à Ariane 6. Sur Vega, c'est une fusée monobloc, il n'y a pas cette petite coiffounette sur ce cône supérieur, on y met l'étage supérieur, le Zefiro, directement par-dessus, quoi. Voilà. Et pour faire tout l'équipement de tout ça, y compris de tout l'équipement avionique qui est à l'intérieur, etc., on a une autre société, co-entreprise qui s'appelle Europropulsion. Cette fois-ci, elle est aussi à Kourou, et elle s'occupe de faire une bonne partie de l'équipement, des éléments. Une co-entreprise entre Avio et ArianeGroup, une bonne partie des équipements, et c'est elle qui customise le booster, ou pour Vega, ou pour Ariane. Ok ? Le pain de poudre est customisé aussi, donc dans les faits même Regulus. Enfin bon bref, soyons simples. Et on a une dernière activité, cette fois-ci elle est dédiée à ArianeGroup, au bâtiment d'intégration propulseur, le fameux BIP, et à l'EFF, le nouveau bâtiment d'Ariane 6
pour les boosters, qui s'appelle l'ESR Finishing Facility en anglais, qui est une structure très particulière, enfin un bâtiment très particulier, où on s'occupe, comme son nom l'indique, complètement de finaliser, mais de finaliser les derniers éléments et les derniers équipements sur les boosters spécifiques d'Ariane 6, et accessoirement le positionner sur sa petite palette, qui est la palette qui va l'emmener jusqu'au pas de tir. Ça c'est l'élément le plus important, c'est que du coup on verticalise le booster, on le remet. Donc ma question sur les boosters, c'est la forme en étoile. Ouais. Sur Ariane 5 est au sommet. Je sais pas si tu sais ça. Je te crois. Ok. Ah, ok, donc j'aurais Elle n'est pas sur l'intégralité de... Alors, ce qui est sûr, c'est que sur Ariane 5, on était monté par segment. Donc, il y avait un segment qui arrivait pré-coulé depuis l'Europe et 2 autres segments qui étaient finalisés là-bas. Et on assemblait les segments entre eux, ce qui est assez tricky pour faire des boosters EPC d'Ariane 5. Et donc, du coup, si tu as pu en croiser une et qu'elle est le petit segment S1, du coup, c'est le S1 ou S3, c'est une chance sur deux, je sais jamais, tu dois pouvoir te dire, oui, c'est la version étoilée, je la vois bien. Mais est-ce que les autres n'ont pas l'étoile? Je sais pas. C'était des plans de coupe qui montraient l'intérieur des boosters. Le haut a l'air d'être étoilé et le bas lisse. Je te fais confiance. Alors peut-être que c'est juste qu'ils voulaient montrer le fait qu'en haut il y a un gap pour l'allumeur, je sais pas si c'est le cas. Par contre sur Avio, et ça j'en suis quasiment sûr, au moins sur la version Vega, parce qu'ils ont mis une version en 3D, c'est lisse. Il y a une partie lisse et une partie en étoile, et elle est inversée parce qu'Ariane 5 elle est en haut. Et Vega elle est en bas. Du coup, donc je sais pas du tout pourquoi, moi non plus. C'est parfait. Complètement. Pas du tout. Ça tombe bien, on va pouvoir parler d'un truc que tu veux probablement mieux connaître. La production du premier étage au Muro. Ouais, c'était une révolution. Ceci est une révolution. Alors, donc on a parlé des boosters. Donc le premier étage, honnêtement, il ressemble beaucoup à celui qui était fait sur Ariane 5, mais il ne fait que ressembler beaucoup, et il est vraiment complètement différent, de plein d'aspects. Il ressemble beaucoup au sens où on a toujours 2 réservoirs, un oxygène, un hydrogène, on a toujours un petit et un grand, le réservoir d'oxygène est factuellement nettement plus petit, à peu près à la grosse 1 pour 4, voilà, donc on a un petit et un gros. Par contre, petite blague, mais quand ils sont chargés en carburant liquide, il y en a un qui est quand même 6 fois plus lourd que l'autre, puisque l'oxygène est 6 fois plus dense que l'hydrogène. Donc quand on remplit le petit qui est au-dessus, eh ben en fait il fait 120 tonnes de carburant rempli, alors que le grand qui est en dessous, il n'a que 20 tonnes d'hydrogène liquide dedans. Et on n'est pas trop couillon quand même, je vous remercie de le commenter, mais on a mis les étages, et enfin on a mis les réservoirs sur l'intégralité de la hauteur de la fusée, les plus lourds vers le centre de la fusée pour minimiser les écarts de centrage et donc recentrer un maximum le centre de gravité au centre de la fusée. C'est quand même nettement plus facile de piloter au centre que de piloter quand le centre de gravité est complètement décentré quand même. Mais du coup, le deuxième étage, il est à l'envers. C'est-à-dire que le réservoir de l'oxygène du deuxième étage est en bas et le réservoir d'hydrogène du deuxième étage est en haut. Et oui, donc on a mis les masses en haut. Donc avec le moteur Vinci qui pèse son petit poids aussi, finalement une bonne partie de la masse est concentrée là. Une bonne partie de la masse du corps central. Les boosters sont infiniment plus lourds à eux seuls. Je l'ai dit, un booster, tel qu'ils vont voler, fait 160 tonnes. Une A62 au décollage avec 2 boosters fait 500 tonnes. Donc à eux seuls, ça a à peu près les 2 tiers, c'est les 3 cinquièmes. Donc les 3 cinquièmes, à la grosse les 2 tiers de la masse du lanceur au décollage. Donc autant dire que le centre de masse au sol est clairement au niveau des boosters, quoi. Quand on vole et qu'on a largué des boosters, le centre de gravité il se ressent clairement plus au centre. Et pendant toute la phase ascensionnelle, et notamment dans l'atmosphère, avant de larguer la coiffe, quand même nettement plus cool de pouvoir naviguer, oublier les boosters, avec un centre de gravité qui est au centre. Du coup, pourquoi est-ce que c'est l'inverse sur le deuxième étage? Parce qu'une fois qu'on a largué le premier, on est instable. Oui, mais c'est pour toute la partie où on est dans l'atmosphère. Quand on est là-haut, quand on est dans l'atmosphère, on a tout de lié quand même. Hein, et là-haut, c'est rempli, ça crame pas, du coup. Donc, et il y en a beaucoup moins là-haut qu'il y en a dans l'étage principal. Donc finalement, le centre des masses se retrouve à peu près au milieu du 6 du truc, c'est-à-dire à peu près au milieu de la fusée. Et du coup, ça veut dire que en version 62 ou 64, c'est très différent dans l'atmosphère. Oui, c'est vrai. Pas forcément lié à la gravité, mais au centre de gravité, mais c'est vrai, c'est vrai. Ça pousse beaucoup plus. Donc on va nettement plus vite, tôt, dans les couches denses de l'atmosphère les plus basses. Donc ça chauffe plus. Donc, etc., etc. Et l'accélération au décollage est nettement plus importante. Bref, faire 4 boosters, c'est assez différent d'en faire 2. Toi qui parlais
ce que tu avais fait sur Ariane 5 au niveau de la trajectoire Oui, et tout. oui. Sur Ariane 6, il devait y avoir du coup des configurations complètement différentes entre 2, 64. Disons assez différentes, mais c'est vrai que les trajectoires ne ressemblent pas exactement du tout à la même chose. En fait, il faut imaginer la trajectoire, certes, par un passage par les stations Sol. Donc, si tu prends ton planisphère, la carte vue, la Terre vue à plat, tu pourrais avoir les mêmes types de trajectoires par les stations Sol. Par contre, en 3D, la courbe de la ressource que ça fait, passer l'atmosphère, larguer la coiffe, avoir ce rebond de gravitationnel que l'on connaît pour redonner de l'accélération, etc., etc. Alors pour le coup, ça n'a absolument rien à voir là. Voilà, la trajectoire est penchée ou pentue complètement différemment entre 2 ou 4 boosters. Voilà. Revenons à la fabrication de notre étage principal. Notre étage principal a donc 2 réservoirs et un moteur en bas. Et pour le coup, il a le même nom, c'est un moteur Vulcain. Moteur Vulcain 2. Sur Ariane 6, c'est même un moteur Vulcain 2.1. C'est-à-dire qu'il y a même l'évolution améliorée du moteur Vulcain 2 qui a fait les dernières Ariane 5. Donc, rien que ça, c'est une évolution de moteur. Il est simplifié dans sa conception. Donc, il n'a pas drastiquement changé dans sa capacité de pousser, mais il a changé dans sa conception. Donc, dans son assemblage, qui est plus simple et qui est fait toujours à Vernon. Le moteur arrive, la baie moteur est différente, puisqu'on a une baie, cette fois-ci, qui est cylindrique. On avait une baie moteur qui était conique sur Ariane 5. On a toujours nos 2 réservoirs. Par contre, on a nos 2 réservoirs séparés. On avait un fond commun. Sur Ariane 5, qui est bien, qui est un peu technique, parce que du coup il doit séparer moins 150 degrés et 120 tonnes d'oxygène, et à moins 250 degrés et 20 tonnes d'hydrogène liquide, pressurisé, avec un fond qui est commun. Donc l'effet, qui n'arrive heureusement jamais, mais l'effet de force de poussée, c'est que le fond du réservoir passe chloum, quoi. Et du coup, qu'il y a une surpression d'un côté, une dépression de l'autre, et que ça se passe pas bien. Ça n'est jamais arrivé, mais les efforts de poussée d'un fond commun sont ceux-là. D'avoir 2 réservoirs séparés, c'est pas trop mal pour voler. Ça nécessite par contre, le problème c'est qu'un réservoir c'est un cylindre et des cônes, et des demi-dômes. Donc ça ne s'assemble pas ensemble de demi-dômes. Donc il nous faut une structure intermédiaire en plus, qui assemble la structure intermédiaire, le cylindre intermédiaire, le fond du dôme supérieur et le fond du dôme inférieur, par une structure qui vient les joindre ensemble. Les 2 réservoirs sont donc reliés entre eux, et on a donc toute la tuyauterie qui permet d'alimenter et de pressuriser les réservoirs, et de pomper depuis le fond des réservoirs jusqu'à aller alimenter le moteur qui est en bas. On a toute la tuyauterie à installer. Voilà schématiquement comment on assemble tout ça. Sauf que là où c'est très différent, c'est qu'on fait tout ça à l'horizontale. Et en plus de faire tout ça à l'horizontale, on part dans notre usine au Mureau de tôles et on soude ensemble les différentes tôles pour fabriquer les réservoirs. Par un moyen en plus de fabrication qui est nouveau sur Ariane 6 par rapport à Ariane 5, on fait du soudage par friction-malaxage. Donc on approche les panneaux métalliques, et plutôt que de les souder à l'arc schématiquement, on met le casque, on est parti comme ça, on vient apporter la matière de la soudure supplémentaire, et ça crée un point de défaillance possible, le fait de faire une soudure. Là, on a schématiquement une meuleuse qui tourne très vite, mais qui surtout appuie hyper fort, et qui vient chauffer à blanc les 2 panneaux. On n'apporte pas de matière supplémentaire. On a 2 panneaux d'aluminium qui se sont accolés l'un à l'autre, posés l'un à l'autre, et on vient mélanger, en les chauffant à blanc tous les 2, mélanger l'aluminium des 2 panneaux. Le temps que ça refroidisse, ils sont soudés. Donc c'est la soudure parfaite. On a redonné l'homogénéité granulaire de la matière à l'intérieur, comme si on était dans le cœur du panneau, sauf que là on l'a fait aussi dans la soudure. Donc visuellement ça se voit qu'on l'a travaillé, mais par contre tu l'as coupé en micrographie, c'est exactement la même partout, quoi. À peu près. Exactement la même partout. Et donc on a une soudure qui est top. Et donc on fait des viroles comme ça. Donc on en fait plein. Et ce qui est cool, c'est qu'on fait des viroles pour l'hydrogène et on fait des viroles pour l'oxygène sur le même moyen. On a standardisé le moyen de fabrication pour faire des viroles. Donc ça fait quelques mètres de haut, 3-4 mètres de haut, une virole. Et c'est un cylindre seul. Cette virole, toujours à l'horizontale, quand tu lui mets un fond de réservoir et un deuxième fond de réservoir, t'as un réservoir oxygène. Cette virole, si tu l'assembles avec 3 copines et que tu mets 4 viroles d'un coup, tu mets un fond de réservoir et un autre fond de réservoir, tu as un réservoir hydrogène. Donc on a standardisé aussi les fonds, c'est les mêmes partout, et on a standardisé la façon dont on assemble les viroles au fond de réservoir ou les viroles entre elles avec les fonds de réservoir. Ça se passe par un autre moyen aussi de soudage par friction-malaxage, le même type de soudure qu'on a fait pour assembler les panneaux et faire les viroles, sauf que cette fois-ci, alors faut le voir visuellement au Mureau évidemment, mais c'est l'ensemble qui tourne
qui vient, donc on a 5 mètres de diamètre, c'est la taille standard du diamètre de la fusée, on a 5 mètres de diamètre qui tournent comme ça visuellement, et qui sont soudés pour souder deux virioles entre elles, ou pour souder une virole avec son fond de réservoir. La tête de soudure est d'un côté, elle ne bouge pas, et c'est l'ensemble qui tourne, et qui va se faire souder ensemble. Ça, c'est impressionnant. Et ça nous permet d'assurer, réponse à ta question, la cadence que l'on veut. La cadence que l'on veut, c'est diviser entre 10 et 11 par an, et on peut monter jusqu'à 12 par an, et on peut monter jusqu'à 12 par an, tout. On peut monter jusqu'à 12 par an réservoir, assemblage de réservoir, et donc on peut monter jusqu'à 12 par an, étage complet. Et donc on peut aller jusqu'à 12 par an, fusée sur le pas de tir, un par mois. Voilà. Et voilà. Donc ça c'est les grandes modifications qu'il y a. Il y en a une dernière, je la mentionne quand même. On faisait de la protection thermique collée à la verticale, donc sur les étages d'Ariane 5, collée, on venait coller par grosses tuiles, finalement, des protections thermiques sur les réservoirs. Là, on est à l'horizontale, et les réservoirs, avant d'être assemblés entre eux, on projette de la protection thermique. C'est une sorte de mousse de polyuréthane, c'est exactement le même type de mousse expansive dont on peut voir plein de vidéos sur internet. Tu projettes de la mousse, et ça donne une certaine épaisseur. Il suffit de lui donner un état de surface final en ponçant à la fin. Le tout est automatisé par des petits bras robots. Le tout se fait à l'horizontale, en tournant sur lui-même, et en ayant les buses au bout de deux bras robots qui permettent de faire un mouvement de translation. Si le réservoir qui est devant toi tourne, bah, tu as fait la circonférence totale de ton réservoir. Et donc tu peux projeter comme ça, en une seule passe, même si c'est en plusieurs, bref, de manière complètement automatique, l'intégralité de ton réservoir. Avant, tu es à la verticale, tu as un nombre d'étages non nul. La galerie d'Ariane 5, dans lequel on la faisait uniquement l'étage principal Ariane 5, qui fait une trentaine de mètres de haut. La galerie, le bâtiment, fait lui-même 50-60 mètres de haut. Il doit être plus grand, parce qu'il doit nécessiter la manutention des éléments verticaux. Et pour accéder là-haut, bah, il faut des escaliers, des ascenseurs. T'as oublié un boulon, faut redescendre. Le magasin, il est en bas. Tu dois aller chercher, tu montes pas tes milliers de panneaux que tu dois monter d'un coup. Donc tu les prends par lot. Et puis pour faire les suivants, tu redescends. Puis d'ailleurs, après, il faut aller à l'étage supérieur pour mettre les suivants. Là, tu projettes la protection thermique en une passe automatiquement. Voilà. Donc tu sens que du coup, on a complètement pensé Ariane 6 différemment d'Ariane 5. Et l'étage principal que je viens d'évoquer dans sa moyen de fabrication, c'est exactement ça. En résumé, Ariane 5, c'était un super prototype qu'on a conçu. On l'a fait voler, certes en 2 fois, soyons clairs. C'est un magnifique prototype. Et à un moment donné, le marché nous ayant fortement aidé à ça, parce qu'il a fallu envoyer plein de satellites de télécommunications surtout, il a fallu industrialiser ce prototype. Vous avez déjà fait des microfusées tous les deux, c'est subtil de dire ce qu'on a fait, faut en faire une par mois. Repensez votre logique, si je vous dis que dès le début, elle est peut-être pas la plus optimale. Je me souviens de ta vidéo que j'ai vue où des petites galères de fil, de prise jack et de... Voilà. C'est peut-être pas les solutions les plus optimales. Peut-être que t'as plus simple encore à penser ou plus facile à approvisionner même parce que t'as besoin d'en avoir une par mois. Par contre, tu penses tout de suite que t'en fais 12 par an et t'en fais une par mois. Et ça change complètement la façon dont tu repenses le truc. Donc c'est pour ça, elle est peut-être pas, je parle d'Ariane 6, en termes de lanceur complet, hein, soyons clairs, la plus optimale dans ses moyens, dans ses choix de conception. Par contre, elle est clairement nettement plus dans son circuit de fabrication. Et ça vaut pour nos usines, donc les Muraux pour l'étage principal, que l'ensemble du réseau industriel, c'est-à-dire que les Muraux ne fait pas seul, les Muraux approvisionnent les panneaux depuis un fournisseur, le moteur qui vient de Vernon, donc toute la chaîne comme ça a été repensée comme ça. Justement, il y a, je sais pas ce que tu vas connaître, sur le site de Capcom, ouais. Ils ont un plan assez complet ouais. de l'usine des Muraux, okay. qui m'a bien étonné. Donc du coup, est-ce que, moi de ce qu'on voit sur le plan, tu as l'approvisionnement des panneaux, la soudeuse-meuleuse, ouais. le timbrage, la pulvérisation... projection de la protection thermique, ouais. Le AIT des tanks. Oui, où on finit d'assembler les lignes le long des réservoirs notamment, tout à fait. La VUAB. Alors la VUAB, c'est le terme technique pour parler de Vulcan Aft Bay, baie moteur Vulcan. C'est la structure qui est en bas et qui a un nombre hyper conséquent, plusieurs dizaines de milliers de pièces qui a assemblé à l'intérieur avant de pouvoir y mettre le moteur. Chaque étage est indépendant. T'enlèves les boosters, t'enlèves l'étage supérieur. Les réservoirs, c'est magnifique, mais ça reste des cylindres avec rien dedans. Toute l'intelligence, les vannes, les systèmes de propulsion,
les contrôles commandes, les systèmes de mesure, énormément d'éléments sont finalement dans la baie moteur, proche du moteur pour pouvoir le piloter et le commander. Ça sert beaucoup à ça, mais ça sert qu'à ça. Mais ça sert quand même énormément à ça. Et il faut une dizaine de milliers de pièces à assembler pour faire ça. C'est là que se rencontre la tuyauterie hydrogène et oxygène. C'est là que se rencontre l'électronique. C'est là qu'on fait la liaison avec le sol aussi. Donc la liaison entre le bord et le sol se fait par la baie moteur, etc., etc. Donc la baie moteur. Et puis accessoirement, quand les boosters sont séparés, la baie moteur tient tout le lanceur qui est en haut. Tout, y compris jusqu'à la coiffe, avant qu'on ait largué la coiffe. Donc la baie moteur pousse tout ça. Donc du coup, un peu intelligente la baie moteur. Donc c'est VUAB. Oui. Et, du coup, t'allais dire Alors, dans... IT Tank, apparemment, la VUAB, c'est la pulse line du bâtiment, c'est ça? Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Moi, je sais pas. D'accord. C'est ma question. Je sais pas. Okay. Ce qu'on peut juste dire là, c'est que on a parlé de cadence, donc d'essayer d'en sortir une par mois, au maximum de notre capacité d'en sortir jusqu'à une par mois, 12 par an. Mais on peut parler de lead time en anglais, de délai de fabrication. Si tu rentres dans l'usine avec une pièce, tu vas rester par contre 6 mois à l'intérieur de l'usine environ, en moyenne. Alors comment on fait ça? Eh ben chaque étape que tu viens de me décrire, en fait, est un sous-élément de l'ensemble de l'étage principal, qui est capable de bosser en parallèle sur plusieurs lanceurs différents. Je m'explique. Quand on a un qui est proche de sortir, à quelques jours de sortir, ça veut dire qu'on est en train de bosser sur les baies moteurs des numéros N plus 1, plus 2, plus 3. Et que le numéro N plus 3, il est forcément moins avancé que le numéro N plus 1. Tu vois ce que je veux dire? On a différents états d'avancement. Et à l'inverse d'une chaîne de fabrication de véhicules, où pour le coup on les fait en série et on bosse à chaque fois sur une voiture, et dans l'atelier on lui fait absolument un maximum de choses sur elle, et on va jusqu'à sa finition totale, et hop, on passe à la suivante. L'automobile a arrêté de faire comme ça, c'est une image. Les avions, donc, c'est hérité beaucoup du modèle des avions, et depuis peu les fusées, coucou c'est nous, fonctionnent moins en série qu'en parallèle, où là, actuellement, dans l'usine, on a des éléments de la fusée, de l'étage principal de la fusée, qui vont jusqu'au 7e modèle de vol. Donc l'usine, quand tu y vas, ne fait pas que le 2e modèle de vol qu'on lance dans quelques mois. Elle fait le 2e modèle de vol qui a un sacré état d'avancement, qui est presque fini. Elle fait le 3e modèle de vol qui a un état un peu moins, donc on a encore les réservoirs un peu éparpillés, et la baie moteur du 3e modèle de vol qui est en cours d'intégration. Et on a des premiers éléments déjà soudés de réservoirs du 4e modèle de vol. On a des éléments, cette fois-ci plutôt sous forme de virole, j'en parlais tout à l'heure, du 5e modèle de vol. Et on a carrément les panneaux et les baies moteurs nus, sans rien dedans, des 6e et 7e modèles de vol. Et tout ça dans l'usine. Et t'en prends une, elle va faire son flux pendant 6 mois avant de sortir. Tu vois ce que je veux dire? Mais si t'es devant l'usine, t'en vois une par mois passer. C'est la différence entre cadence et délai de fabrication. Et en fait, je vais être très simple, l'étage supérieur, c'est la même chose. En plus petit. Ah, voilà, le moteur s'appelle Vinci, vient de Vernon. Bah oui, j'ai passé du temps pour vous en expliquer un, pour vous dire que l'autre, c'est exactement la même chose. Et dans la même logique. Alors, on n'est pas complètement à l'horizontale. Il y a un fond commun dans les réservoirs. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est un peu... Alors non, il n'y a pas de fond commun dans les réservoirs, pardon, je n'ai pas de fond commun dans les réservoirs. Il n'y a pas de fond commun dans les réservoirs, mais on va dire qu'il y a une proximité entre les deux nettement plus proche, une structure qui est commune, alors on va le dire comme ça. Une structure qui est commune entre les deux, et l'étage est plus ramassé, plus petit, mais c'est exactement la même logique. Donc ils ont plein de stands, une vingtaine de stands, et à chaque fois, ils ont un élément. Alors, ils n'ont pas 20 fusées d'un coup, mais ils ont jusqu'à 5, 6, 7 fusées d'un coup, et à chaque fois, ch'toum, chaque mois, ils décalent d'un grand. Voilà, c'est comme ça qu'on fonctionne. Il y a un truc dont tu n'as pas parlé. Dis-moi. Les lasers pour la... Qu'en appelle déjà? Le laser tracking, là, on fait du... Non, apparemment, c'est pour éviter de... Qu'on appelle la compatibilité LOX et la compatibilité à l'intérieur des réservoirs. Ouais. Pour s'assurer que les réservoirs soient propres. Et ça, c'est sur le site derrière. On fait du nettoyage des réservoirs. Nettoyage laser. On le fait pas au laser, hein? Non, on fait du décapage laser extérieur. Mais extérieur, pas intérieur. Ok. Du coup, je sais pas... Ok. Oh, mais ça, on en parle sûrement. On fait du décapage au laser de l'extérieur de nos réservoirs. Voilà, toute l'information est dans cette phrase. Les réservoirs, quand ils sont finis d'être assemblés, ils ont encore cette petite déformée de chacun des panneaux individuels initiaux,
Et donc, le timbrage permet de leur donner une forme finale et complète, et le décapage au laser permet de leur donner l'état de surface finale derrière, qui n'est pas hyper lisse. Pourquoi elle n'est pas hyper lisse? Parce que l'étape d'après, tu l'as mentionné, c'est de projeter de la mousse qui doit s'accrocher au métal. Et donc, exactement comme quand on fait du carrelage, on met notre après de carrelage, et notre taloche, on l'appelle comme ça, a une forme ondulée pour lui donner un dernier coup de raclage, et l'après, l'espèce de colle de carrelage, a du coup une forme vaguée, comme ça. Et ça permet de maximiser la tenue du carreau sur le mur après. On fait exactement la même chose, à l'échelle microscopique et au laser. Mais c'est exactement la même chose. On prépare la surface pour qu'elle ait une forme particulière avant de projeter quelque chose qui va bien s'accrocher dessus. C'est comme qu'on ponce avant de mettre de l'époxy. C'est poncer avant de mettre de l'époxy pour que ça soit finalement pas lisse, mais que tu as un peu de granulométrie. Exactement. Et granularité, dans ce cas-là. Dernière question sur le timbrage, justement. Ouais, à quoi ça sert? Pourquoi l'air sec? Pourquoi pas? Ça coûte pas cher. Parce que l'hélium, c'est hors de prix. Parce que l'azote remplace les bulles d'oxygène, donc engendre un environnement propice à l'apoxie, je sais jamais. L'hypoxie. Alors, l'hypoxie, pas assez. Apo, pas du tout. Ok, les deux sont valables. Donc, un point partout. Mais du coup, parce que Kourou et les campagnes de César, pour ça, les campagnes, les formations sauvegarde quand on est con. Anoxie, apoxie, bon bref. Ouais, il y en a beaucoup, ok. On ne respire autre chose et on s'en rend pas compte que de l'oxygène dans l'air que l'on respire, et on meurt pas dans notre souffrance, mais en tout cas, si on n'a pas d'oxygène, on va pas vivre longtemps. Donc l'azote, pas fou. Cite-moi un autre gaz neutre, facilement. Je n'allais pas citer un gaz. Ah d'accord. À l'eau. En temps normal, c'est en temps normal, dans les processus, par exemple, pour tester les sous-marins ou quoi, à l'eau. Ils utilisent de l'eau. Ouais. Parce qu'un sous-marin, ça va dans quoi? Ça va dans l'eau, mais surtout, un point pour toi. Mais surtout, parce que dans le cas d'un échec, d'un timbrage qui est mal effectué, l'eau n'est pas compressible. Il y a bonne question. Bonne question. Alors, on a une chambre de timbrage fermée par une porte blindée, et on a eu avant sur Ariane 5 un puits de timbrage. Et on a eu cette brillante idée, il y a des années de ça, de faire nos timbrages toujours à la verticale, parce qu'on faisait notre PC à la verticale. Donc on amenait notre PC, nos réservoirs de l'EPC, on les descendait dans la chambre, on fermait ça d'un capuchon blindé et on timbrait à l'intérieur de cette chambre. On a eu cette brillante idée, je disais, de faire un énorme trou très profond à 5 mètres de la Seine. Pas la meilleure idée qu'on ait eue, donc c'est un peu subtil et un peu compliqué. Du coup, l'assemblage à l'horizontale et la technologie, plutôt le flux industriel à l'horizontale est nettement plus simple pour plein de raisons, on l'a évoqué encore, y compris jusqu'à la chambre de timbrage. Problème, une chambre de timbrage doit être blindée, sinon elle rase tout ce qu'il y a autour quand elle tombe. Donc, elle est blindée par la porte dans l'usine, porte interne de l'usine, on est dans l'usine, il y a une porte qui ferme la chambre, donc voilà, la porte est blindée, les deux murs adjacents le sont, il y a le moindre problème, il se passera rien, mais le mur du fond, qui est un mur entre l'intérieur de l'usine et l'extérieur de l'usine, lui est un mur à casser. Et le moindre problème, c'est ce mur-là qui poum. Et honnêtement, c'est pas si grave, on le remonte et terminé, bonsoir quoi. Puis on a mis l'ensemble des places de parking de tous nos membres du comité exécutif derrière, comme ça si le mur tombe. Non, pas du tout. Mais du coup, il y a personne derrière, c'est ouvert vers l'extérieur. Et si le mur se casse, il n'y a pas de problème. Il y a eu des anomalies dans les timbrages d'Ariane 5. Pour l'instant, il n'y en a eu aucun sur Ariane 6. Et en tout cas, il n'y a eu aucune anomalie qui a soufflé quelque chose. À chaque fois, ça a été contenu. Ça, c'est toujours la question du pourquoi il n'y a pas d'eau. Pourquoi pas... Parce que l'eau, ça évite d'avoir une chambre blindée. Vraiment. Oui, mais tu la remplis en eau et ça nécessite, pour des réservoirs cryo, de maniper nettement plus après pour que ça soit hyper sec, quoi. L'aluminium, est pas complètement anti-corrosion, quoi. C'est pas de l'inox. Donc si on peut éviter de foutre de la rouille dans nos réservoirs, c'est pas plus mal non plus. Très schématiquement. Chez Ariane 5, c'était plus manuel, il y avait plus de gens. Oui. Alors ça, je saurais pas me prononcer sur la quantité de gens qu'il y avait avant et qu'il y en a maintenant. Qui touchent... Oui, voilà, ça d'accord. Ok, on a plus robotisé et rendu les techniques d'industrialisation modernes dans l'ensemble du flux de fabrication d'Ariane 6. Et donc oui, il y a plus de robots, mais il n'y a pas forcément moins de gens, puisque ça se programme un robot, ça se suit, on a toujours besoin de contrôleurs, etc. Donc il y a peut-être moins de gens qui
et en plus tu as fait le geste serre des boulons, ce qui est faux, c'est qu'il y a toujours clairement des individus qui serrent des boulons, soyons clairs. Par exemple, le serrage de boulons est moins à la clé contre clé, et plus avec une visseuse automatique électrique qui est capable de s'arrêter à la détection du couple qu'elle a atteint. Donc on lui règle le truc et voilà. Mais la visseuse elle est assez lourde, donc faut la maintenir à 1 et à 2 personnes. Il n'y a pas moins de gens en fait, mais on a facilité leurs conditions de travail. S'il a oublié un boulon, il n'a pas 53 étages à descendre. Et l'utilisation de... Alors j'ai noté l'acronyme. Les AGV, les robots. Oui. Parce que dans les usines et à Kourou, il y en a. Ouais, Automated Guided Vehicle, ces AGV sont des plateformes carrées qui sont assez grosses quand même, elles font 2-3 mètres de large. Elles ont cette capacité robotisée et téléguidée, je vais me préciser, et téléguidée, de porter n'importe laquelle des structures d'Ariane 6 et de passer d'un point à un point B, en étant du coup sur batterie électrique, avec 4 roues aux angles de ce bloc carré, qui est capable de tourner à 360 degrés. Donc elle fait littéralement tous les mouvements que tu veux. On peut les appairer ensemble par 2 et porter une structure qui est nettement plus longue, un réservoir d'hydrogène, par 4 et porter une structure qui est très longue et très lourde, un corps central complet, c'est-à-dire étage supérieur et étage principal assemblés. C'est le fameux transfert entre le bâtiment d'assemblage lanceur, le BAL, et la zone de lancement, la ZL, qui est fait par 4 AGV, 2 et 2, collés chacun, appairés ensemble. Et ils suivent à Kourou une boucle ultrason qui est dans le sol, dans nos usines dites de métropole, Allemagne et France, métropolitaine, suivent un marquage visuel au sol. Donc une bande bleue sur une bande grise. Le contraste fait qu'ils suivent la bande bleue. Voilà. Et du coup, l'opérateur téléopère l'avance de ce petit robot. Mais du coup, il n'a pas à piloter non plus sa gîte ou son degré de liberté. Voilà à quoi servent les AGV. Et c'est les mêmes partout. Partout. À ceci près que du coup, ils n'ont pas les mêmes roues. Parce que chez nous, on reste dans l'usine. À Kourou, ils passent d'un bâtiment A à un bâtiment B, donc ils passent dehors. Il fait toujours beau à Kourou. Tu es témoin pour en parler. Donc ils ont des roues un peu 4x4isées, quoi. Voilà. Mais les roues changent, enfin les pneus changent, pardon, la pneumatique change, mais c'est exactement les mêmes AGV. Et très rapide cette question. Prix d'Ariane 5 par rapport à Ariane 6. Moins cher. Moins cher à fabriquer, c'est sûr. Moins cher à vendre, je laisserai Ariane Espace répondre. Okay. Moins cher à fabriquer, c'est sûr. Je te réponds complètement. On vise à baisser de 40%, 50% si possible, le prix de fabrication de la fusée. Donc on va diviser par 2, idéalement, le prix de fabrication de la fusée. Le coût de fabrication de la fusée. Tu parlais tout à l'heure par rapport à Astris et tout, des évolutions futures de Ariane 6, et tu me disais que tu pouvais en parler. Oui, rapidement. On est déjà, alors même qu'elle va voler dans quelques jours, pas encore volé pour une première fois. Ah oui, donc on n'a pas lancé, disais-je, la fusée, on n'a pas lancé la première fusée Ariane 6, on la lance dans quelques jours, qu'on a déjà pensé avec l'Agence spatiale européenne et l'Agence spatiale française et Ariane Espace pour des futurs besoins de nouveaux clients, à des évolutions d'Ariane 6. Visuellement, le plus impressionnant, ça va être qu'on rehausse et donc on augmente la capacité propulsive des boosters. Ils vont pousser plus parce qu'ils vont être un peu plus hauts, sans changer du tout les systèmes d'accroche. Ce qui fait que le cône est raccourci et on fait une liaison cône-cylindre un peu plus haut, 1 mètre plus haut en l'occurrence. Donc on a 1 mètre de poudre en plus. Voilà. Le moteur, Vinci, va avoir une nouvelle capacité de poussée aussi. Donc il a plusieurs modes de réglage de poussée, schématiquement une poussée intermédiaire et une poussée complète. Il va en avoir un nouveau. Et ça permet une plus grande flexibilité dans la capacité d'emport et la capacité de mise à poste de différentes charges utiles. Ça, c'est les évolutions les plus importantes. On en a d'autres qui sont peut-être moins visuelles, mais qui sont hyper importantes pour la performance de notre lanceur. C'est quoi la performance? La capacité maximale de charge utile que l'on peut embarquer, que l'on va augmenter en réduisant la masse des structures inertes à l'intérieur. Exemple, la baie moteur va perdre 800 kg. À l'échelle de ce 500 tonnes au décollage pour 2 boosters ou 800 tonnes au décollage pour 4, ça peut paraître pas grand-chose, mais finalement, ça permet d'embarquer quelques kilos, dizaines, centaines de kilos supplémentaires sur la partie haute. Donc, comptons les satellitiers. Voilà, même fusée, évoluée. On embarque plus, alors qu'on change rien d'autre. On change pas les interfaces et idéalement, on change pas le prix non plus, du coup. On augmente la performance du lanceur. Voilà. Elles ont des noms, ces nouvelles versions? On parle d'incréments numérotés, donc l'incrément numéro 2, l'incrément numéro 3 d'évolution de lanceur, d'incrément numéro 2 surtout. Voilà. Question personnelle. Ah, vite. Mais c'est la mienne. Que penses-tu du soft power de SpaceX? Et penses-tu qu'on devrait s'en inspirer?
On peut s'inspirer, on doit s'inspirer d'absolument tout ce qui existe chez SpaceX, chez l'ensemble de la communauté du New Space, quelle qu'elle soit, que ce soit dans nos filiales ou pas, je ne pointe personne du doigt, et on doit s'inspirer d'absolument tout ça. S'inspirer peut être en partie copier, soyons très clairs, copier au sens utiliser les mêmes fonctions, soyons hyper clairs, si un jour on fait des lanceurs réutilisables, il n'y a pas 1000 façons de faire des grids fines et de faire des legs de retombées pour retomber. Donc bon, ça va forcément ressembler à des trucs que les gens ont vus par ailleurs. Ce n'est pas copier SpaceX, il n'y a pas 1000 façons de le faire non plus, donc ça ressemblera à ça. Et a priori, on n'a toujours pas les chopsticks pour attraper un lanceur qui a atterri sur lui-même. Donc du coup, il n'y a pas 25 millions de technologies pour le faire. S'en inspirer techniquement, ça on l'a dit, s'en inspirer sur le soft power, comme tu l'as dit, indubitablement aussi. On doit être fier d'un maximum de choses, mais je pense qu'on l'est. Par contre, on le montre moins, c'est vrai, et il y a peut-être de ça. On l'est, sans débat. On l'est indubitablement, on l'est depuis des années. Mathématiquement, on l'est même depuis avant les autres, en fait, sur la longévité de la boîte, mais on le montre moins et on a moins pris l'habitude de le montrer. Est-ce que ça peut changer? Ou sûrement. Est-ce que ça doit être plus visuel? Très probablement, ne serait-ce que pour toute une série où du coup on a besoin d'attirer des talents. On a besoin d'attirer toute une nouvelle communauté de passionnés, de futurs passionnés, un jour de donateurs, etc. pour la communauté du spatial. Et idéalement, si ça peut être pour la nôtre, c'est plutôt nous que ça ravit, évidemment. Et puis en dernier lieu, il y a un truc par contre qu'on ne changera pas forcément, c'est qu'on n'a pas outre-Atlantique, pour ne parler que d'outre-Atlantique, on n'a pas, d'ailleurs même dans certains autres pays aussi, du reste du monde, on n'a forcément pas la même approche. Donc s'inspirer, indubitablement, faire exactement le try, failed, learn and retry again, pas sûr que ça soit complètement la philo non plus, en tout cas pour les lanceurs lourds. Et je ne désespère pas, je suis même hyper content de pouvoir essayer de me dire que dans quelques jours ça soit un succès, le premier tir. J'aimerais qu'on puisse démontrer justement qu'on ne cherche pas à faire du « oh, ça a raté », on apprend et on recommence. Si c'est le cas, c'est ça qu'on va faire, hein, soyons clairs. On va évidemment apprendre et on va recommencer. Et si on peut aussi démontrer que on ride first time et que ça marche du premier coup, c'est pas mal aussi. Ce qui est un peu quand même la philosophie de conception qu'on a eue. Ça a pris du temps, indéniablement, et si on en est là, c'est justement pour essayer que ça soit un succès. Donc tu vois, c'est ça mon propos. Faut pousser le curseur et mettre le curseur là où on peut, sans changer nos habitudes de travail, l'intégralité de notre mentalité, et du coup le tout pourquoi, la fiabilité des produits que l'on fabrique et que l'on envoie dans l'espace. Voilà. Si on ne change rien de ça, tout le reste, on peut complètement tout révolutionner, et on le fait en fait finalement assez régulièrement dans notre quotidien déjà. Voilà. Pour rebondir sur ce que tu dis, il y a eu le sommet de Séville il y a quelques mois de ça, ouais. Je me souviens, qui a mis un petit peu un coup d'arrêt à la coopération du spatial européen pour lancer une compétition dans le New Space. Est-ce que tu peux nous dire quel est ton avis et quelle est ta vision par rapport à ça? Est-ce que les Européens ont intérêt à faire une compétition ou est-ce qu'on n'aurait pas plutôt intérêt à s'unir parce que on est quand même moins nombreux avec des moyens qui sont parfois moindres par rapport aux États-Unis? C'est une très bonne remarque, je pense que tu as littéralement fait la question et la réponse en fait. Donc du coup, les deux se valent, il faut peut-être un peu moins d'hégémonie et un peu plus de compétition, mais à la fin, je pense pas qu'on réussisse à faire 53 lanceurs de 53 entreprises différentes, quelles que soient les tailles de ces entreprises. Il est plus probable, et c'est tant mieux, que l'on puisse s'associer, s'unir, un premier étage d'un côté, s'assemblant parfaitement, parce que c'est pas si mal pensé quand même, avec un second étage réutilisable de type kickstage d'un autre, le tout en utilisant la fabrication robuste et à bas coût d'un moteur, qu'on en mette un, N, plusieurs pour la réutilisabilité d'un troisième, c'est probablement vers ce genre de type de marché qu'on va arriver. Par contre, ça marche pas non plus, on l'a vu, en tout cas c'est un autre modèle économique que de demander au premier de faire que le premier étage seul, au troisième de lui approvisionner 2 moteurs, et au celui intermédiaire de faire les tâches... voilà, donc à un moment donné, il faut qu'au départ, on puisse être des entreprises qui essayent de disrupter, casser les codes de toutes les phases de développement d'un projet pour faire, je parle que des fusées, une fusée du sol au plafond. Et si à la fin, économiquement, on est plutôt dans une réalliance d'un monde moderne, qui soit peut-être pas un retour géographique à 13 pays européens, peut-être pas, peut-être que si, je sais pas, j'en sais rien. C'est hyper cool d'avoir quand même 13 drapeaux européens. Pourquoi 13 et pourquoi que l'Europe, tu vois?
aussi, soyons fous. Donc c'est exactement ça. Exactement ça. C'est exactement ça. Le truc, c'est que il faut pas perdre de vue deux éléments. C'est les deux raisons pour lesquelles on le fait. Si c'est pour des raisons économiques, pour adresser un marché économique, ça doit être absolument pas au détriment et de la fiabilité et du coût pour les clients. Deux raisons pour lesquelles le tout sur le socle de base de on assure la performance que les clients veulent envoyer dans l'espace, évidemment, hein, mais fiabilité pour un coût compétitif, ou pour un progrès scientifique, pour un progrès et une évolution on va dire de la communauté scientifique, de nous-mêmes et un bien-être commun. Exemple, pourquoi on fait des lanceurs et pourquoi on fait des satellites? On le fait pour les télécommunications, et c'est adressé par un segment privé du marché. On paye notre abonnement, qui est en fait l'utilisation d'une trame de internet ou vidéo broadcastée par quelqu'un qui à la fin a acheté un satellite. Voilà. A priori, il n'y a pas de satellite de télécommunication institutionnelle gratuit offert à une population. Par contre, la météo, si. du coup, ça, c'est pour le bien-être commun. Et en fait, c'est pas tout à fait vrai, parce que c'est pour le bien-être commun, même si honnêtement, je pense que tout le monde se fiche un peu à l'échelle internationale de savoir s'il pleut demain. Par contre, l'agriculture a un sacré besoin de savoir s'il pleut ou pas demain, s'il fait froid ou pas demain. Et ça, pour un bien-être commun, c'est important. Aller dans l'espace, faire une station spatiale, la faire à plusieurs, européens ou extra-européens, le tout en se dotant d'un moyen que l'on a nous. C'est ça la question qu'on doit adresser. Pourquoi on fait tout ça? Donc tu vois, elle est nettement forcément, et tu as tout à fait raison, hein, elle est nettement plus large. J'espère, je pense avoir le même sentiment que vous, j'espère, à se dire que j'aimerais qu'on le fasse uni le plus possible. Par contre, à un moment donné, pour un peu casser les codes quand même, un peu de compétition fait pas de mal. Voilà. Et à une échelle du coup plus petite, qu'est-ce que tu penses de l'état de coopération entre les diverses entités du spatial français? Ouais. Et quelles sont nos forces et nos faiblesses? Ouais. La force des différents acteurs du spatial français et européen, je vais revenir à ce que je connaissais Ariane 6, c'est ce qui est exactement sur cette manche-là, c'est le fait qu'on l'a fait à l'Europe du spatial. Donc c'est Space Team Europe, tu le liras tout à l'heure. C'est un peu pompeux, son clair, mais ça veut dire quelque chose, c'est qu'on a réussi une coopération transfrontalière multilingue, sur lequel on était hyper challengé, soyons très francs, par des acteurs outre-Atlantique qui ont complètement disrupté le marché du spatial hégémonique de lanceurs lourds. Et pour ça, on a réussi à le refaire. Donc c'est pas trop mal, quand même. Ça pourrait être mieux. Pourrait être mieux, on pourrait avoir un peu plus de souplesse sur le choix, peut-être même nommément, des acteurs, cette fois-ci même industriels, qui servent à faire ce réseau-là. Le concept de retour géographique est très particulier, c'est une immense force, le retour géographique. Tu mets un euro d'argent quand tu es un État, cet État, au travers de son industrie, retrouve un euro investi pour fabriquer et donc créer de l'emploi. Par contre, ça impose un schéma industriel qui est du coup économiquement hyper fermé. Et donc comment on fait pour, peut-être pas tout casser, mais assouplir un certain nombre de règles qui permettraient peut-être de ne pas avoir le choix de tel ou tel partenaire, d'avoir un choix un peu plus souple, si seulement si, on confie les clés du schéma industriel aussi. Alors à nous, en tant que Prime sur Ariane, pour parler que d'Ariane, mais à n'importe qui d'autre sur n'importe quel schéma industriel, soyons clairs aussi. Et ça, l'Europe est en train de, enfin, en tout cas l'agence spatiale est en train de changer. Je fais le lien avec Séville qui dit ni plus ni moins que la concurrence c'est un peu cassé clairement le retour géographique aussi. Donc on y vient forcément. Par contre, tu as quand même bien noté qu'il le faisait, tu l'as très bien dit aussi, à petite échelle. A priori, pas de plan public de faire un lanceur lourd par un État unique, le tout financé par l'agence spatiale européenne, qui reste l'agence spatiale de l'Europe, du coup. Donc ça serait très bizarre qu'elle finance qu'un seul et unique entité et individu. Voilà. Donc bon, voilà. C'est affaire à suivre. Ok. Et alors, petite dernière question. On va se permettre de rêver. Vas-y. Imaginons que... Quand même, hein. Tu n'es comme barrière que la technique. Ouais. Comme difficulté.
Qu'est-ce que tu aimerais voir comme projet arriver à jour? Ok, réponse claire, je veux qu'on mette des êtres humains dedans. Tu veux avoir des êtres humains dedans, je pense que... Alors, ça casse complètement ce que j'ai dit avant, c'est que je n'ai pas le pourquoi, j'avoue. Donc, tu m'as demandé de rêver, donc je rêve. Oui, bien sûr. Mais je veux qu'on envoie moins copains et collègues et camarades Thomas Pesquet, qui à un moment donné, quand on y arrivera, ce sera peut-être plus... astronautes, mais Sophie Adno, Arnaud Pro ou n'importe lequel autre des astronautes européens, de se dire qu'on va humaniser nos capacités, certes de lancement, mais aussi notre base de lancement. Il faut vous le savez peut-être, sacrément changer de type de base de lancement, pas géographiquement, hein, l'organisation qu'il y a et les moyens qu'il y a pour y mettre des êtres humains à bord d'un lanceur. Et accessoirement, c'est cool un lanceur, mais enfin c'est surtout dans quoi on les met, les êtres humains. Donc il y a toute une capacité aussi, type véhicule orbital. Et donc ça, je trouve que c'est des challenges absolument passionnants, que je ne désespère pas, ayant été, même si je suis le jeune de cette génération qu'a fait Ariane 6, je suis la partie jeune de la génération qui a fait Ariane 6, j'espère bien être la génération qui fait des êtres humains, qui envoie des êtres humains dans l'espace avec nos capacités européennes, qu'elles soient en propre, qu'elles soient avec d'autres collaborations européennes, extra-européennes, pourquoi pas, peu importe. Ouais. Voilà. Mais des êtres humains dedans. Et c'est pour revenir sur Ariane 6. Yep. Comment tu penses qu'Ariane 6 se compare à la Falcon 9 et est-ce que le Starship est un danger? Waouh, tu m'as cité deux trucs, un qui est nettement plus petit et qui a une capacité d'encore inférieure, et un qui est genre grand comme ça, et qui est pas tout à fait adresse le même marché. Tout à l'heure tu parlais de curseur, je me suis dit je te donne oui, là t'es bien large là. Et ben en fait du coup le fait d'être au milieu ça répond aux besoins du milieu étonnamment. Donc du coup c'est pas si mal non plus. L'envoi par exemple de constellations de satellites ou de télescopes, allez soyons fous, de télescopes, le futur du James Webb télescope, une capacité d'emport nécessairement lourde et ce pas de faire d'orbitographie mais et ce à un point loin. On n'est pas en orbite basse, on va jusqu'au point de Lagrange en l'occurrence. Bref, il faut un moyen, il faut des moyens intermédiaires dont on pourrait clairement comment dire, sortir notre épingle du jeu par cette capacité-là. Donc si ta question c'est où est-ce qu'on se positionne par rapport à ça, ça tombe bien, il y a le segment de marché du milieu, et puis ça tombe bien, on n'en a pas envoyé une, on en a vendu 30. Donc du coup ça adresse un segment non nul de marché. Quand on a déjà un carnet de commandes qui couvre sur plusieurs années, genre on en fait 12 par an, donc factuellement du coup on a un peu plus de 2 ans et demi de carnet de commandes devant nous. Le marché est là, on va pas, et ça fonctionne plutôt pas mal. Bon, il faut la faire évoluer quand même. Donc on a déjà parlé des évolutions, pour redonner de la performance à l'étage et donc aux satellites que l'on veut envoyer via Maya Space notamment, on peut en parler, on est clairement en train de pouvoir penser aux briques de réutilisabilité de tout ou partie des étages de la fusée. Voilà. Donc du coup, on s'ouvre vers toute une série d'évolutions possibles, et on fait plus que s'ouvrir, on les réalise concrètement, avec des objectifs hyper ambitieux aussi pour ces autres lanceurs et ces autres missions, soyons clairs. Et à mon avis, à la fin, il n'y a pas une solution unique. À la fin, il y a une solution forcément hybride, assembler des briques technologiques dont on aura démontré la capacité à savoir faire, et à savoir lancer, du coup, j'embarque par là la fiabilité et la performance de ce qu'on envoie, sur nos produits. Et je n'oublie pas un dernier élément, on a une capacité chez Ariane Group, au sein de l'entreprise en elle-même, de faire des activités civiles et militaires. Alors on en parle moins pour 1 milliard de raisons, il y en a qu'une qui est principale, la confidentialité défense, mais la majorité des éléments qui sont publics et de notoriété publique, notamment sur notre site web, te démontrent que on sait faire d'autres choses. Et que assembler les briques technologiques parce qu'on est la même entreprise, il y a un truc qui commence à se dessiner qui peut être très intéressant. Mais un nombre de boosters plus important, parce qu'on a une capacité de savoir faire du solide. Est-ce qu'on met des boosters qui sont cette fois-ci plutôt liquides, et du coup on aurait des moteurs réutilisables plutôt liquides. On est clairement en train de faire un moteur avec une autre capacité de production, le moteur Prometheus qui est plutôt oxygène et méthane, et non plus hydrogène, qui est rallumable, etc., etc. Donc c'est l'ensemble de ces briques-là qui donne la suite et l'évolution. On fera pas de Starship, ayant pas fondamentalement un besoin. Alors du coup, on est déjà dans tous les cas factuellement au-dessus d'une Falcon 9. Alors, je la réduis pas trop non plus, elle est quand même importante, hein, mais voilà.
mais on n'a pas non plus la capacité de réutilisabilité, donc du coup réutilisation. Donc on n'est pas encore complètement Falcon 9, même si on est plus gros. Donc c'est ça, c'est tout ça. Voilà, je pense qu'on a besoin de tout et qu'on n'achètera pas, analogie voiture, on n'achètera pas un jour que des Tesla. Ben voilà, mais pourtant c'est une voiture hyper vendue, il se trouve que c'est le même bonhomme, mais une voiture hyper vendue, électrique, d'un design incroyable à l'intérieur et d'une ergonomie avec son utilisateur sans débat, on ne sait pas faire ça. Pourtant, je reste à peu près persuadé, et même si je pense qu'on aura des voitures électriques, voilà, on n'aura pas tous des Tesla. Alors ben, c'est la même raison, on n'aura pas tous des Falcon ou des Starship.